Bienvenue dans Mauvaise Presse, notre émission de décryptage autour de l'actualité qui met en avant le travail des médias indépendants. Pour cette 5e édition, nous avons décidé de parler des violences policières et du recul démocratique en France. Pourquoi ? Parce que les violences policières n'ont jamais atteint un tel seuil et qu'aujourd'hui les gens ont peur d'aller manifester. En témoigne le dernier week-end de mobilisation des Gilets jaunes à l'occasion des 1 an où les violences ont encore été notables et où il ne semble pas y avoir de changement de la doctrine de maintien de l'ordre du gouvernement. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, la question de la responsabilité pour ces violences se pose à l'heure où un très grand nombre de non-lieux des enquêtes diligentées par l'IGPN donc aboutissent à ces non-lieux. Parce que depuis les attentats de 2015, au nom de notre sécurité, on supprime peu à peu nos libertés. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Pierre Douillard. Vous êtes essayiste et vous avez été éborgné en 2007 lors des manifestations étudiantes à Nantes. Et depuis, vous luttez contre la militarisation des forces de l'ordre. Vous avez notamment sorti un livre en 2016 qui s'appelle « L'arme à l'œil, violence d'État et militarisation de la police ». Et vous faites partie du collectif L'Assemblée des blessés. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Aïnoa Pascual, bonsoir. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous défendez notamment des gilets jaunes qui sont attaqués par l'État en justice, mais aussi des gilets jaunes qui portent plainte contre l'État pour les violences. Et vous défendez aussi, par ailleurs, notamment des journalistes indépendants comme Gaspard Glantz, qui aussi sont mis en cause par l'État français. Merci d'être là. Merci. Et enfin, Violette Voldoir, vous êtes cofondatrice et co-rédactrice en chef du média indépendant Radio Parleur. Et vous venez notamment de sortir un documentaire sonore dans lequel vous donnez la parole aux blessés par violences policières. Absolument. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, on va passer au magnéto, Jordan, s'il te plaît. Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Ils ont détruit, ils ont menacé, ils ont frappé les forces de l'ordre, c'est-à-dire les gens qui vous défendent au quotidien. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Oh, monsieur, oh! Ce schéma, vous devez nous montrer les endroits où les policiers ont le droit de tirer avec le flashball. Ils peuvent tirer, je crois, sur les bras. Je crois qu'ils peuvent tirer, je ne suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs. C'est une arme qui est faite pour empêcher quelqu'un d'être violent avec les policiers. Sermonné, admonesté par l'ONU, c'est dans l'ordre des choses, c'est le rôle de l'ONU ou c'est irréel? Nous inclure dans cette liste de pays qui seraient d'une violence spectaculaire, alors peut-être qu'on nous cache des choses. Je suis journaliste, vous me laissez bosser. Je suis journaliste. Destin, fais ça. Je suis journaliste, je filme. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Dégage. Arrêtez. Dégage. Arrêtez, une temps, il va tout tuer. Blessé à l'œil, il va être emmené par les pompiers. Il étreint un de ses proches avant de s'allonger sur la civière. Je retrouverai plus mon visage. Non, ne touchez pas! Arrêtez! 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 Toutes ces images, si vous voulez, je
les prends en pleine figure, et puis là, tout d'un coup, elles me reviennent. Je vais reprendre mes esprits. C'est la première fois, David, que ces images vous provoquent cette réaction-là, ou pendant que vous les généralement, c'est pendant que vous les collectiez, quand je suis tout seul. Donc, comme on vient de le voir dans le magnéto, un très grand nombre de violences qui ont pu être visibles, notamment sur les réseaux sociaux, puis ensuite dans les médias, ont ponctué depuis le début du mouvement des Gilets jaunes ce mouvement, mais ce n'est pas des violences qui sont totalement nouvelles non plus. Je voulais d'abord qu'on discute avec vous, Pierre, d'abord, et qu'on fasse un petit bilan de ces violences et du nombre de blessés et de ce qu'il y a à dire, voilà, des chiffres importants, le bilan autour des violences policières depuis le début du mouvement des Gilets jaunes notamment. Alors, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, comme on vient de le voir, il y a une violence policière continue, hebdomadaire, permanente, et avec une utilisation de l'arsenal policier qui est absolument illimitée. On voit qu'il y a une réelle carte blanche, on y reviendra, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de munitions qui sont tirées sur la population, sur les manifestants. Alors, effectivement, là, on a une vague de violence d'État qui est relativement inédite par son ampleur et par sa durée. Mais il faut préciser que c'est l'aboutissement de 25 ans d'expérimentation de ces armes-là qui sont dites non létales, qui en réalité tuent et mutilent, en France. Alors, sur le plan des chiffres, on a tout un tas de collectifs et de journalistes indépendants qui essayent de recenser le nombre de blessés. Donc on vient de le voir, c'est 25 personnes qui ont perdu un œil, qui ont été éborgnées. C'est 5 mains arrachées, la main soufflée par une grenade explosive, et c'est plusieurs centaines de personnes qui ont été défigurées, c'est-à-dire qui ont reçu un tir dans le visage, par exemple une mâchoire fracturée, un trou dans la joue, un trou à côté de l'œil, etc., des commotions cérébrales, il y a eu des comas. Et ces blessés particulièrement graves s'inscrivent dans plusieurs milliers, en réalité, de personnes qui ont été marquées dans leur chair, d'une façon ou d'une autre, par ces armes-là et par la violence d'État. Parce que c'est vrai qu'on retient le chiffre des 25 éborgnés, des 5 mains soufflées, parce que c'est des choses qui sont irrémédiables, mais c'est vrai que tous ces chiffres de gens qui ont été fracturés, etc., en fait, on en a assez peu conscience. Ce pas des chiffres qui ressortent. Le nombre de blessés est bien plus important en réalité que ce qui est su. Là-dessus, ce qu'il faut préciser, c'est que nous, ça fait plus de 12 ans qu'on recense les personnes qui sont blessées par ces armes-là, par les grenades, par les tirs de balles en caoutchouc. Quand on comptabilise par exemple une personne qui a perdu un œil, en général c'est une personne qui a donc, non seulement été mutilée à vie, mais qui a porté plainte et dont les médias ont parlé. Ça fait plusieurs critères qui font qu'on entend parler de ce cas-là. En réalité, il y en a énormément, et en particulier les habitants des quartiers populaires, des banlieues, qui tout simplement ne se manifestent pas, qui vont être blessés, parfois mutilés, et qui ne vont pas porter plainte, ou alors dont les médias ne vont pas parler. Et donc, nous, notre comptabilité, elle s'arrête là, sur les cas qu'on peut répertorier. En réalité, je pense qu'on pourrait en discuter, mais on peut multiplier par facilement 3 le nombre de personnes qui ont été blessées et mutilées par ces armes de la police. Et donc, vous pouvez nous redonner le chiffre de blessés officiel, du coup? Alors nous, avec l'Assemblée des blessés, on en compte plus de 60 depuis 2007. Plus de 60 personnes qui ont perdu un œil ou l'usage d'un œil après des tirs de grenades ou de balles en caoutchouc depuis 2007. Donc en réalité, on serait plus proche des 150 ou 200 que des 60. Moi, je ne me hasarderai pas à des chiffres. Je peux vous dire simplement que rien que de ce que j'ai observé, moi je suis de Nantes, rien que de ce que j'ai pu voir dans les rues de Nantes ou à Notre-Dame-des-Landes, il y a énormément de gens qui ont été gravement blessés et parfois au visage, qui ne se sont pas manifestés parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de porter plainte, parce qu'ils ont peur de rendre visibles leurs blessures. Vous voyez, donc on en est rendu là. C'est-à-dire qu'il faut facilement multiplier les chiffres officiels qu'on a par 2 ou 3. En deuxième partie de cette émission, on ira un peu plus loin sur la stratégie de maintien de l'ordre et la raison pour laquelle on en est arrivé là. Mais ce qui frappe, c'est justement la violence de ces blessures et le fait que justement il y a des pertes d'organes, etc. Ce qui pose justement la question des armes qui sont utilisées dans ces manifestations et ce qui peut quand même choquer à peu près n'importe qui de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser des armes qui sont censées être des armes d'exception dans des manifestations qui sont hebdomadaires, qui sont celles des Gilets jaunes. Alors là, ce que vous avez devant vos yeux, c'est l'incarnation de ce qu'on appelle la militarisation du maintien de l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a un effacement progressif de la frontière entre une opération de maintien de l'ordre et une opération de guerre. On va y revenir, mais réellement, aujourd'hui, il y a un effacement. Il n'y a plus réellement de frontière entre l'arsenal qui va être utilisé pour une opération qu'on appelle de maintien de la paix, c'est-à-dire une opération militaire à l'extérieur du territoire français, et une opération de maintien de l'ordre qui se joue
à l'intérieur des frontières françaises. Donc réellement, on a cette dynamique et elle est mondiale, elle n'est pas que française. On pourra développer là-dessus. Alors, je commence par ici. Vous avez ici une balle en caoutchouc, une munition de lanceur de balles de défense de 40 mm. Donc c'est une munition qui est conforme aux standards de l'OTAN, qui est utilisée par ces lanceurs de balles de défense qui ont été expérimentés en France à partir de 2007, il y a déjà 12 ans, et qui ont été petit à petit généralisés, après avoir été testés, généralisés à l'ensemble de la population. Et donc aujourd'hui, évidemment, aux Gilets jaunes, mais on a pu voir des pompiers se faire tirer dessus. Et aujourd'hui, y compris des passants. Le jeune Lilian à Strasbourg qui a reçu un tir dans le visage parce qu'il sortait d'un magasin au moment d'une manif. Voilà. Ici, on a à nouveau une munition de 40 mm. Le même diamètre, c'est une munition lacrymogène. Ce n'est pas une balle en caoutchouc, c'est une munition lacrymogène. La matière, il faut se rendre compte, elle est beaucoup plus dure qu'une balle en caoutchouc de lanceur de balles de défense. Et elle équipe les nouveaux lanceurs, les lanceurs multi-coups. Et ce sont des lanceurs qui ont des barillets qui ressemblent à des gros fusils de type... vous voyez dans les films de gangsters des années, qui parleraient de la mafia des années 30 avec des barillets à multi-coups ou les films de science-fiction. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est un énorme fusil avec un barillet qui permet de tirer 6 munitions en quelques secondes, donc tirer en rafale. Donc là, on a vraiment un saut qualitatif par rapport aux lanceurs de balles de défense qui était déjà un tournant. On a repris l'habitude de tirer sur la foule à partir de des années 90 puis des années 2000. Maintenant, on peut tirer en rafale sur une foule. Donc là, il y a vraiment un saut qualitatif. Ici, vous avez une grenade dite de désencerclement, donc un dispositif manuel de protection, DMP. Cette grenade, elle contient donc de l'explosif en son cœur et elle va projeter 18 plots en caoutchouc à toute vitesse dans toutes les directions. Donc là, c'est une arme qui peut blesser de façon indiscriminée. Si le policier la tire au milieu d'une foule, elle explose, elle projette des galets qu'on peut voir là, qui vont se détacher dans tous les sens et qui peuvent évidemment crever un œil, blesser gravement au visage, sachant qu'en plus ce qu'on appelle le bouchon allumeur, cette partie-là contient du fer et qui part également au moment de l'explosion. Il contient du métal et donc peut évidemment tuer si on la prend dans une partie vitale. Toujours dans le volet des grenades de la police, ici on a la tristement célèbre GLI F4, la GLI, donc, qui porte très mal son nom puisqu'on l'appelle grenade lacrymogène instantanée. En réalité, c'est une grenade explosive, c'est une arme de guerre qui contient du TNT, de la poudre explosive. Et donc, évidemment, on en a entendu parler parce que 5 personnes ont eu la main arrachée pendant les Gilets jaunes. Il y a un manifestant sur la ZAD en 2018 qui a également eu la main entièrement soufflée par ces grenades-là. C'est une grenade, évidemment, si on la reçoit à hauteur de tête, on meurt instantanément. C'est évidemment pas... D'ailleurs, vous aviez participé à une tribune qui demandait l'interdiction de cette grenade en novembre 2018 avec d'autres avocats. Tout à fait, on est même allé au-delà de ça, puisqu'on a attaqué le recours à ces grenades devant le Conseil d'État, qui ne nous a malheureusement pas suivis. Mais comme le disait Pierre, cette grenade, c'est une arme de guerre. Elle est classée comme telle dans le Code de la sécurité intérieure. Et c'est donc vraiment du matériel militaire qui est utilisé. Et pour en revenir à ce que tu disais qu'elle était létale si elle explosait à hauteur de tête, mais il y a eu vraiment un rapport qui a été rendu public, qui a été fait par l'IGPN et l'IGGN en 2014, et qui a en fait révélé un dysfonctionnement dans cette grenade, puisqu'elle n'est pas censée avoir un effet brisant, donc c'est-à-dire que quand elle explose, dans l'effet de souffle, il y a des éclats transfixions qui se détachent et qui en fait viennent se loger dans les chairs. Et donc ces éclats-là, ils n'avaient pas été prévus à l'origine, enfin ils ne sont pas censés exister dans l'emploi de cette grenade. Et donc, du fait de cette défaillance technique, ils ont admis, l'IGPN et l'IGGN, donc qui sont donc la police des polices et la police de la gendarmerie, ont admis qu'elle avait un effet potentiellement létal. Donc, on sait que cette arme tue. Et on continue tout de même à l'utiliser, mais pour, selon moi, une logique purement économique, puisque il n'y a pas de nouvelles commandes, mais il faut écouler les stocks en attendant le remplacement par l'arme que tu vas nous présenter, j'imagine, juste après. Il me semble qu'on est le seul pays d'Europe à utiliser cette grenade. Absolument. Et que dans les autres pays, elle est interdite dans le cadre du maintien de l'ordre. Mais cette grenade, elle présente un intérêt, par sa violence, un intérêt supplémentaire. C'est que, comme sur un champ de bataille, quand vous avez une personne qui est blessée,
blessée, en réalité, elle est tellement grièvement blessée que vous ne sortez pas juste une personne de la manifestation, vous sortez la personne qui a été blessée et toutes celles qui vont devoir l'accompagner pour la sortir. Et c'est exactement la même chose qui est employée dans les manifestations. Outre l'effet dissuasif, exactement, voilà, tout à fait. Et à ça, vous ajoutez à chaque fois toutes les personnes qui sont blessées par les éclats transfixion et qui ne se manifestent même pas parce qu'elles considèrent qu'elles sont presque été chanceuses dans la blessure. Par exemple, au moment des expulsions sur la ZAD, plusieurs opérations d'ailleurs, il y a des morceaux de métal en fusion qui sont rentrés profondément dans les chairs de plusieurs personnes. Et il faut se représenter l'effet, parce que ça a été beaucoup, on en a beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes, mais l'effet produit par exemple dans un champ sur un territoire rural, puisque la gendarmerie utilise beaucoup de GLIF 4, ça donne un petit peu une impression de guerre, puisque l'explosion va provoquer des cratères et projeter de la terre à plusieurs mètres de hauteur. Et donc ça, quand on se retrouve face à ce type d'arme, réellement, on craint pour sa vie, réellement. Et donc, il y a vraiment un effet de terreur et c'est conçu comme tel, hein, avec ce qu'ils appellent un effet blast. Et donc, c'est conçu pour terroriser, rendre sourd temporairement. L'explosion provoque un souffle et l'explosion énorme. provoque un effet de souffle. Et c'est conçu de cette manière, pour tétaniser l'adversaire, ce qui s'appelle l'adversaire, hein, les gendarmes. Et donc, justement, l'effet pervers de ce rapport qui est sorti sur la GLIF 4, c'est que le gouvernement avait anticipé et donc a déjà produit la remplaçante de la GLIF 4, qui est la grenade GM2L, et qui est tout autant explosive, mais qui ne contiendra pas de TNT, qui contient un autre système pyrotechnique d'explosion. En réalité, si on l'a dans sa main ou qu'on la reçoit au niveau du corps, elle soufflera de la même manière, et elle est tout aussi dangereuse, mais encore une fois, on joue sur la sémantique, on joue sur la nouveauté, et on joue surtout sur la méconnaissance qu'ont la plupart des gens de ces armes-là. Et donc pour finir, la grenade la plus classique, celle qui a été tirée à des milliers et des milliers de reprises ces derniers mois, c'est la grenade lacrymogène, hein, ici de marque Nobel Sécurité, qui va projeter 6 à 7 palets de lacrymogène, qui a été récemment tiré en tir tendu dans le visage d'un manifestant, donc le 16 novembre, dans le visage de Manu, qui a aussi perdu son œil. Lors de l'anniversaire des Gilets jaunes. Et donc, il y a eu la volonté délibérée de tirer cette grenade lacrymogène à hauteur de tête en tir tendu. En plus, l'arme qui tire ces grenades lacrymogènes, en réalité, elle ne peut tirer en tir tendu que si on l'utilise d'une manière qui est détournée, c'est-à-dire en la mettant à l'envers. Donc c'est une volonté manifeste, ça ne peut pas être une erreur en réalité. Exactement. Alors ces grenades-là, elles sont tirées par un lanceur qu'on appelle le lanceur Cougar, qui est un lanceur coudé, qui a été conçu pour que les gendarmes et les policiers ne puissent pas la tirer en tir tendu et doivent la tirer en l'air, puisque c'est une grenade qui explose en l'air pour propulser du lacrymogène. Et donc on observe de plus en plus la volonté délibérée d'utiliser, par exemple, de tourner ce Cougar à l'envers pour utiliser la crosse de manière à ce que l'arme soit orientée vers la foule. Et là, on a une volonté qu'on peut clairement qualifier de tentative d'homicide, puisque c'est une utilisation évidemment illégale de ce lanceur, et avec une volonté de faire le plus de mal possible et de tuer potentiellement les personnes qu'on a en face. Simplement pour qu'on se rende compte dans les chiffres, combien de GLIF 4 sont en général lancés dans les manifestations? Est-ce qu'on a des Est-ce qu'on sait combien ont été lancés depuis le début? Alors les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils datent de cette année, donnent pour un an de mouvement de Gilets jaunes le chiffre de 1400, un peu plus de 1400 grenades lacrymogènes explosives, donc GLIF 4 tirées. C'est totalement sous-estimé en réalité, puisque si vous prenez ne serait-ce que les chiffres au national des munitions tirées dans chaque ville de France, lorsque les données sont disponibles, parce que la seule source dont nous disposons, c'est le ministère de l'Intérieur en réalité. Donc voilà, nous sommes contraints et contraintes de leur faire confiance. On voit bien que ces chiffres sont largement sous-évalués. Donc pour le moment, il est impossible de savoir avec précision l'état des stocks utilisés, mais aussi l'état des stocks restants, puisque ce ne sont pas des informations sur lesquelles le ministère de l'Intérieur communique. Et sur les tirs de LBD, est-ce qu'il y a des... On est à 20 000 tirs de LBD. Pareillement, ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur. Pareillement, là, c'est certainement sous-évalué et sous-estimé, puisque vous passiez tout à l'heure dans le petit magnéto, là, le cas de Olivier Béziade, le manifestant qui a été agressé littéralement à Bordeaux. Une vidéo du Monde, notamment, qui a été publiée en octobre dernier, reconstitue le film sous plusieurs angles fait de l'agression dont il a été la victime. Il est seul dans une ruelle. La brigade anticriminalité qui s'en prend à lui, à ce moment-là, tire une grenade lacrymogène, puis
2 tirs de LBD tendus dans la tête. Le premier le manque, le deuxième l'atteint à l'arrière de la tête. Il s'effondre et au même instant, un autre policier de la BAC tire une grenade de désencerclement, cette fameuse grenade que tu as montrée. Donc, un manifestant seul, 4 tirs. Vous imaginez bien que 20 000 tirs de LBD sur un an de mouvement, on a du mal à penser que ce soit proche de la réalité. C'est probablement au moins 1,5 fois ce chiffre. Toujours sur les chiffres officiels, on était entre 2 et 3 000 tirs par an de LBD, ce que moi je considérais comme énorme. Jusqu'à avant fin 2018, là on est à 20 000 officiellement, donc on multiplie par 10. Voilà, à titre de comparaison, pour se rendre compte de la sauvagerie d'État qui s'abat depuis un an. Et tous les chiffres sont multipliés par 10 en réalité. Hein. Le chiffre des blessés, en tout cas les chiffres des blessés officiellement recensés, puisque, Pierre, tu le disais tout à l'heure, mais bien sûr, il y a des blessés qui ne se déclarent pas. Samedi 16 novembre, le jour de l'acte 53, moi j'ai reçu un témoignage de quelqu'un qui a pris un parpaing dans le visage, mais il avait déjà pris sur une autre manifestation un tir dans l'œil gauche. Et il n'a plus de vision binoculaire, parce que ses yeux sont décalés. Donc en fait, il ne peut plus se servir de ses 2 yeux, mais il n'a pas perdu son œil. Mais en fait, il n'a plus l'usage de ses 2 yeux pour faire la 3D, la 3e dimension que nous avons tous avec nos 2 yeux. Donc cette personne va peut-être perdre son œil, son 2e œil, pareil dans une manifestation de Gilets jaunes. Et pourtant, elle ne s'est pas déclarée. Non. Et des cas comme cela, il y en a énormément. Ça se compte, ça se chiffre par dizaines. Des gens qui ont peur, qui ont honte de parler, et puis qui tout simplement ne perdent pas complètement l'usage de l'œil. Quand vous n'avez plus que 5% de vision, vous n'avez pas perdu votre œil à nouveau. Mais en fait, vous êtes handicapé de manière définitive. Voilà. Ces gens-là ne sont pas comptabilisés parmi les mutilés. C'est pas très normal d'ailleurs. Donc on l'a vu, de très nombreux blessés dans une telle quantité qu'elle est incontestable, des violences qui sont documentées notamment sur les réseaux sociaux, etc. Et il y a un aspect dont on voulait parler, dont on pense qu'il est impossible de ne pas parler si on parle de la question des Gilets jaunes, c'est du traitement médiatique de ce mouvement et de ces violences. On l'a vu, il y a des tirs, un très grand nombre de blessés, des vidéos disponibles, et pourtant pendant un très grand temps, une partie des médias et les forces politiques ont nié ces violences. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que les forces politiques continuent de nier ces violences, mais que côté médiatique, il y a quand même eu un rattrapage. Comment notamment vous qui travaillez dans un média indépendant, et qui avez, comme nous et comme d'autres médias indépendants, au contraire, donné à voir ces violences et dénoncé ces violences, comment vous expliquez qu'il y ait pu y avoir une telle omerta pendant si longtemps sur ces violences? Les violences policières, c'était un truc de militants. Jusqu'en 2019, et je parle bien de 2019 et non même pas du début du mouvement des Gilets jaunes, les violences policières ont toujours été un sujet de militants pour les militants qui cherchent à décrédibiliser l'institution policière. Il y a une sorte d'adhésion fondamentale en réalité qui est liée à la posture du journaliste, d'être au milieu, de ne pas prendre parti et d'avoir confiance dans les institutions. Et ça a changé à partir de janvier 2019, quand une vidéo bien particulière a été publiée sur les réseaux sociaux, celle qui montre le commandant Andrieux. Donc c'est celui qui frappe des manifestants. Il est connu, il a un passé violent, cet homme-là, dans sa profession de policier, puisqu'il avait déjà frappé un policier. C'est un sujet de France 2 qui le montre. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui bascule dans le discours médiatique. Jusqu'ici, les violences policières sont perçues comme des violences légitimes contre des manifestants qui ont l'outrecuidance de ne pas déclarer leur manifestation, de ne pas être de bons manifestants, des gens qui participent au dialogue social de manière raisonnée et qui font des sortes de grappes d'émeutiers, qui sont des pillards. Que n'a-t-on entendu sur la violence des Gilets jaunes? Mélangeant aussi tout un tas de choses en termes de violence politique. Il n'est pas du tout sur le même plan la violence politique d'un Black Bloc, par exemple, d'un certain nombre de militants ou de militantes ou pas, qui adhèrent à cette stratégie d'agression, soit des forces de police, soit même d'une vitrine. Voilà. Ce n'est pas du tout la même violence que quelqu'un qui est en état de panique totale, dans un nuage de lacrymogène dont il ne peut plus sortir. C'est ce qui s'est passé au Burger King. Et ce sont des gens qui sont prêts en fait, à taper sur tout ce qui bouge, non pas pour agresser qui que ce soit, mais pour s'enfuir. Parce qu'il faut aussi se rendre compte que la pratique policière, désormais, c'est d'encercler les manifestants pour
ne puissent pas sortir, en fait. Donc il y a un sentiment de panique, d'oppression, qui fait qu'on ne peut pas s'échapper d'une manifestation qui commence à dégénérer, entre guillemets. Mais c'est ce qu'on a pu voir, par exemple, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où il y a eu une dénonciation, soi-disant, d'une agression, alors qu'en fait, on a réalisé que c'était des gens qui fuyaient les lacrymos, qui n'arrivaient plus à respirer et qui sont allés se protéger. Il y a eu un mensonge gouvernemental caractérisé, puisque plusieurs ministres, notamment le ministre de l'Intérieur, ont repris cette fiction consistant à penser que des manifestants avaient agressé l'hôpital pour faire je ne sais quoi d'ailleurs, mais bon, bref, en tout cas, ça a été déconstruit derrière. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le discours médiatique, en réalité, d'abord, les seuls qui parlent des violences policières, ce sont les articles de fact-checking. C'est les premiers qui en parlent. C'est Check News de Libération, etc. Et ça ne fait pas parce que sujet ça paraît à peine crédible, en fait. Je pense qu'il y a aussi de ça. Mais la parole des opprimés est systématiquement mise en question. On va toujours prendre le discours des autorités comme une vérité intangible et le discours des personnes opprimées, en l'occurrence les blessés, les victimes de violences policières, comme quelque chose de suspect, comme quelque chose de bizarre. Exactement. Exactement. Il y a une inversion. On le voit sur BFM. On invite systématiquement les agresseurs. Bon, on va sans vouloir s'éloigner, mais l'agresseur d'une maman musulmane, l'élu d'extrême droite, qui a été invité tous les jours sur BFM TV dans les jours qui ont suivi l'agression, et on n'a pas donné la parole. Il y a eu un fait divers avec un chasseur. On a invité les chasseurs à venir défendre le point de vue des chasseurs. Enfin, effectivement, on a tendance à inviter. Systématique. Oui, mais ça, c'est une question. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas rédhibitoire. On peut inviter sur un même plateau de télévision des gens qui appartiennent à des partis différents, ou en tout cas qui incarnent des discours discordants, voire même qui ont des intérêts opposés. La question, pour moi, qui est problématique, c'est pas celle-là. C'est la question de la symétrie. C'est-à-dire qu'on va mettre face à face quelqu'un qui n'a jamais fait de télévision, qui n'a aucune expérience de la parole publique, face à quelqu'un qui est membre d'un syndicat de police hyper entraîné et qui vous dit sans problème que des manifestants et des manifestantes viennent à Paris pour tuer. C'est d'ailleurs dans un communiqué de l'Élysée sur le 8 décembre. Que peut-on penser d'un communiqué gouvernemental qui, clairement, désigne des gens qui viennent manifester une colère sociale et politique comme une sorte de horde en colère qui va détruire, tuer, casser. C'est la fameuse foulée neuze d'Emmanuel Macron. Exactement. Donc là, en fait, il y a un discours qui est gouvernemental et qu'il est délicat de contester lorsqu'on est journaliste. Par ailleurs, il y a une proximité qui est très claire dans la profession journalistique. Quand on parle de faits divers ou qu'on est spécialiste police-justice, on a des sources. Nos sources, elles sont policières. C'est compliqué de se fâcher avec ces sources-là quand même. Alors quand on n'en a pas, c'est pratique. On peut effectivement être beaucoup plus libre dans sa parole. À BFM TV, il y a eu des discussions entre les journalistes et leur rédaction en chef, leur direction, pour dire que le blabla en plateau les mettait gravement dans l'embarras sur le terrain, parce que derrière, en fait, les gilets jaunes s'en prenaient aux journalistes. Donc, en fait, tout ça est un mécanisme de violence qui, depuis la rédaction en chef jusque sur le terrain, fait que les violences policières ont été écrasées et qu'à partir du mois de janvier, elles sont devenues un sujet. Désolé, mais pour moi, on ne peut pas parler de cette émergence sans parler du rôle des réseaux sociaux, qui est déterminant. Et là, on parle réellement d'un rapport de force. C'est un rapport de force médiatique qui s'est instauré à travers tout un tas de médias indépendants, de pages Facebook, de groupes Twitter, etc., qui ont réellement imposé dans le débat public, qui ont visibilisé tous les jours, quotidiennement, des dizaines d'images. Avant même que David Dufresne ne commence son travail, d'ailleurs, qui est un travail admirable, mais avant même ce travail-là, il y avait des groupes qui travaillaient à recenser ces blessures, à recenser ces images, et donc elles étaient incontestables. Et donc on est passé d'une première étape de négation totale, vous ne pouvez pas parler de violences policières, les violences policières n'existent pas, à une nouvelle étape, j'ai l'impression, de déshumanisation, les foules haineuses, ils veulent tuer, donc il est légitime de leur tirer dessus, et donc une déshumanisation de l'adversaire, entre guillemets, et maintenant une phase de justification réellement. Et donc là, dans tous ces discours-là, si on fait un peu d'histoire, on retrouverait presque les accents de la Commune de Paris d'Adolphe Thiers, quand il parlait justement de cette ville multitude, tous les intellectuels parisiens qui appelaient à mater cette plèbe indisciplinée, etc. On a vraiment cette peur-là des élites, et donc on a déshumanisé et justifié ces violences qui sont injustifiable par ailleurs. Donc il faut construire un récit, un storytelling. La Pitié-Salpêtrière, ça s'inscrit là-dedans. Il y a quasiment toutes les semaines un storytelling préparé par des communicants du ministère de l'Intérieur pour dire aujourd'hui, regardez, ils ont attaqué un hôpital. Aujourd'hui, il y a eu toutes les semaines un storytelling. Il y a eu tout. On a eu droit à tout.
On a eu droit à tout. Les gilets jaunes sont violents, les gilets jaunes sont violents. Les gilets jaunes sont racistes, les gilets jaunes sont antisémites. Par ailleurs, nous avons eu les mêmes séquences pendant le mouvement Nuit debout, avec le même Finkielkraut qui vient se faire insulter pour dire que, que les autres sont des antisémites. C'est extrêmement pratique, il sert à tout finalement. Et il y a la séquence « Ils viennent pour tuer », il y a la séquence « Ce sont des ultra-jaunes ». Oui, ce terme. Alors, qu'on m'explique ce qu'est un ultra jaune, j'aimerais, voilà. C'est un mélange entre un ultra de foot et un jaune traître et un violent du Black Bloc. Ouais, enfin, c'est une terminologie. C'est une terminologie qui n'a aucun sens. Journalistiquement, ça ne décrit rien. Ça désigne quelque chose qui ressemble à un ennemi. Et ça, c'est très, très important médiatiquement. Que ce terme soit utilisé par du vocabulaire préfectoral ou que ce soit utilisé dans des communiqués de presse de la préfecture de police de Paris, c'est déjà choquant en réalité puisque ça ne désigne aucune espèce de réalité. Aucun gilet jaune ne se désigne comme ça. Ça n'existe pas, en fait, dans tous les fils Telegram dans lesquels on peut lire des communiqués, des échanges. Personne ne dit qu'il est ultra jaune. Personne ne se désigne comme ultra jaune dans le mouvement Gilets jaunes, donc c'est une invention réellement farfelue. Mais par contre, ça désigne quelque chose qui est inquiétant, qui est agressif et surtout qui est spécifique au mouvement des Gilets jaunes. Ça reprend des termes qui ont été utilisés au tout début, où il disait qu'il y avait, dans les premières manifs, il disait qu'il y avait l'ultra-droite et l'ultra-gauche. Et ces termes ultra étaient utilisés pour justement stigmatiser les manifestants. Et maintenant, comme ils a été prouvé qu'en fait l'ultra-gauche n'était pas spécialement là, enfin si les Black Blocs, mais encore que, et que l'ultra-droite n'était vraiment pas présente en réalité dans les cortèges, qu'en tout cas elle ne pouvait pas symboliser les gilets jaunes, ils se sont mis à utiliser ce terme d'ultra-jaune. Là on est en train de se replonger, il faut remonter un petit peu Michel Alliot-Marie, l'affaire Tarnac, l'ultra-gauche. Là on a la création d'un concept, on a des autorités qui vont forger des concepts, des identités qui n'existent pas, on parle d'ultra-jaune, mais il va falloir créer une identité qu'il va être légitime de mutiler, voire de tuer, d'emprisonner, etc. On a eu les casseurs. C'est un mot qui ne veut absolument rien dire, casseur. Personne ne dit « je suis casseur ». Il y a eu les racailles avec Nicolas Sarkozy, les sauvageons, on a eu les Black Blocs, les ultras de foot. Toutes ces catégories, si vous regardez un petit peu, elles ont été écrites, construites par les autorités à mesure qu'il fallait justifier la répression contre ces catégories. Et donc, la violence d'État dans les banlieues, elle s'est accompagnée d'un discours médiatique pour stigmatiser les habitants des banlieues. La violence policière contre les manifestants, elle s'est accompagnée de la création des ultra-jaunes, des Black Blocs, etc. Donc on a constamment un storytelling médiatique et gouvernemental qui est indissociable de la répression sur le terrain. Avant qu'on en vienne à comprendre comment on en est arrivé à un tel degré de violence policière, moi je voulais simplement vous interroger, Violette, sur le documentaire sonore que vous avez fait, qui vient de sortir, donc s'appelle « Marquer les chairs et les esprits », sur un peu en fait quels étaient pour vous les points communs entre tous les récits que vous avez pu récolter. Parce que souvent, en fait, le problème, c'est que ces blessés sont souvent des chiffres, et vous avez mis des visages, vous avez mis des vies derrière, vous avez mis des histoires. Donc est-ce que vous pouvez essayer de un tout petit peu nous les résumer? Il y a un trauma post-traumatique qui est très prégnant chez toutes les personnes qui ont accepté de témoigner. Elles ne sont pas toutes dans le documentaire. J'ai aussi fait passer des entretiens sans micro, parce que le micro, ça transforme aussi ce qu'on peut dire et ce qu'on a envie de partager. Le trauma, il est très très important en fait. Il y a plusieurs choses qui sont prégnantes et qui m'ont beaucoup marqué quand j'ai fait passer ces entretiens. La première, c'est que le choc post-traumatique n'est pas identifié, en tout cas pas tout de suite. C'est-à-dire que d'abord, il y a mais moi ça va, je suis pas mort ». Il y a cette pensée-là qui traverse l'esprit de beaucoup de blessés. Et puis, il y a le contexte dans lequel c'est arrivé. Souvent, c'est arrivé dans un contexte dans lequel les blessés étaient seuls. Ou alors ils étaient isolés du groupe, ou alors ils avaient perdu leurs amis. Et ils disent d'ailleurs toujours, ils le précisent, parce qu'ils sont obligés de le préciser, nous étions là dans une démarche pacifique. Alors il y a aussi ça, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parmi toutes les personnes blessées que j'ai pu rencontrer. Ce sont des gens qui ont, souvent ils ont le cœur sur la main, c'est des gens assez discrets, c'est pas du tout des gens qu'on imagine être leaders ou qu'on imagine être à l'avant d'une foule. Vraiment, c'est des profils de gens qui sont soit primo-manifestants, ils n'avaient jamais manifesté de leur vie, ou très peu, ou bien ils se sont retrouvés à Paris pour la première fois, sur les Champs-Élysées, et là, il y a quelque chose d'un choc aussi de participer à quelque chose et d'avoir été stoppé
physiquement, en fait, que leur liberté de manifester, elle s'arrête là, dans leur corps, parce qu'ils ne peuvent plus aller manifester aujourd'hui. C'est terminé. Les sensations sont très amplifiées, ce qui est le cas, en fait, quand vous avez un accident de la route, par exemple. Souvent, ensuite, vous allez avoir un choc post-traumatique qui fait que vous ne pouvez pas revivre cette même situation. Aller en manifestation aujourd'hui pour ces personnes-là, c'est impossible, ou c'est difficile. Certains y arrivent un peu à peu, mais décrivent aussi des sensations très amplifiées et des choses en tout cas quelque chose qu'il faut surmonter et qui est difficile à surmonter. Et donc il y a aussi le sentiment d'une liberté aussi de manifester qui leur est interdite parce qu'on les a traumatisés. Il y a quelque chose d'autre qui est assez flagrant et qui se recoupe dans tous les témoignages, c'est que souvent les gilets jaunes qui ont été blessés sont des fils de militaires, de policiers, où on grandit dans l'uniforme. Et donc là, le fait d'avoir été agressés par les forces de l'ordre, les forces de police, ça leur a fait un choc terrible. Ils s'y attendaient pas. Être l'ennemi, c'était pas prévu, pas du tout. Et ils reviennent ensuite dans leur famille en disant, voilà, il me manque un œil, je suis gravement blessée, je suis traumatisée, je rêve à 90% de ce moment-là. Et en fait, là, il y a quelque chose vraiment une dissonance cognitive très forte qui fait qu'à un moment, ils ont compris, qu'ils ont basculé de l'autre côté. Le fait d'avoir manifesté, ça les a désignés comme un ennemi. Et ça, ils n'étaient pas prêts. Et le déni aussi est terrible, hein. Que personne ne reconnaisse au sein de l'institution politique. C'est pour ça que le collectif des mutilés, il est extrêmement important. Il y a un collectif qui s'appelle les mutilés pour l'exemple. Oui, il y a l'Assemblée des blessés aussi, bien sûr, mais il y a ce collectif qui joue son rôle aussi de soutien, d'écoute. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a un déni social et politique extrêmement fort autour des blessés qui est dur, qui renforce en fait le traumatisme derrière. Mais on va revenir là-dessus. Dans votre documentaire, vous interviewez aussi des personnes qui manifestaient pendant les manifestations contre la loi travail. Donc ce ne sont pas que des blessés gilets jaunes. Donc ça montre cette dérive du maintien de l'ordre à la française qui finalement prend ses racines bien avant le mouvement des gilets jaunes. Pierre, vous qui l'avez beaucoup étudié, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, en fait, parce que c'est la question qu'on se pose quand on entend ces récits-là, quand on voit ces vidéos, c'est pourquoi en fait. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Ça paraît quand même assez hallucinant. Alors, il faut absolument traiter cette question, mais d'abord, moi, j'aimerais bien parler déjà en tant que personne blessée, en tant que personne qui a travaillé avec des blessés, sur la question de retourner en manif. Moi, je pense que c'est une question qui est importante. Alors, quand on travaille, quand on lutte, en fait, quand on s'organise avec d'autres personnes blessées, c'est très important, d'une part, parce qu'avec ces armes-là, on a un isolement, une atomisation. C'est une arme qui est faite pour briser, mais pas pour briser une foule, pas pour repousser une foule comme avec du gaz lacrymogène ou un canon à eau, pour briser une personne, mais pour en faire un exemple. C'est-à-dire en blesser une pour en terroriser 1000. Et donc, cette dimension-là, elle est très importante parce que les gens auront eu peur, mais ils rentreront chez eux, mais vous ne voyez plus d'un œil, vous avez eu le globe oculaire éclaté, vous avez eu un trou dans la mâchoire, que sais-je. Et donc, il y a une atomisation qu'on cherche à rompre en faisant se rencontrer les personnes. Il y a aussi une infinie diversité de types de blessures. Ce sont des armes qui sont profondément injustes. À quelques centimètres près, on peut perdre définitivement un œil ou avoir une blessure relativement légère. Donc, ce sont des armes cinétiques qui peuvent faire tomber quelqu'un dans le coma, etc. Donc c'est très dur de questionner ça, et c'est pour ça que c'est important, le travail que tu as mené est fondamental, et aussi de s'organiser avec des blessés, de mener des actions communes. Ça me paraît fondamental. La question de retourner en manif, ici aussi. De la même manière qu'il y a une infinie diversité des blessures, il y a une infinie diversité des réactions. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne plusieurs amis maintenant que j'ai rencontrés à ces occasions-là, il est hors de question de céder à cette terreur d'État. Et donc, justement, on met un point d'honneur à retourner en manifestation, y compris en première ligne, y compris à assumer des gestes politiques. Et par ailleurs, il y a aussi beaucoup de personnes blessées qui m'ont dit OK, je ne veux plus entendre parler de ça. Je veux passer à autre chose. Ma vie, elle est ailleurs. Je ne veux pas perdre des années là-dessus. Et c'est vrai que c'est un combat qui est désespérant. D'où l'enjeu de faire se rencontrer ces personnes pour refuser l'atomisation de ces armes-là. Jordan Magneto, s'il te plaît. Toute ma vie est impactée parce que moralement, je suis anéantie. Moi, ma vie, elle est détruite de toute façon. C'est un cauchemar qui est une réalité, en fait. Vous savez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre les dents. Là, c'était pareil. Perdre les dents, sauf que je me suis pas réveillé.
Il se penche, il récupère. C'est très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Je le dis, ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse qui est annoncée savent qu'ils seront complices. Tous les pacifiques, on discutait tous ensemble, donc on discutait avec ma femme, des street médites, et puis notre personne en disant que c'était un guet-apens, quoi, cette manifestation, quoi. Ne me dis pas que la ville de Paris savait pas... Derrière celui-là, c'est bon, j'ai. Vas-y, assieds-toi là. Je l'ai vu arriver, mais tant que je l'ai vu arriver, j'ai pas le temps de baisser l'œil, quoi. J'ai juste le temps de voir la capsule arriver direct dans l'œil, quoi. Ouais, c'était un tir tendu, ouais. J'ai envie de dire, heureusement que les deux strict medics qui ont parlé à ce moment-là, ils étaient là. Le globe oculaire est fissuré. Donc ça, c'est la vue que je récupérais jamais du côté gauche, ça c'est sûr. Donc là, on va porter plainte dans un premier temps contre l'auteur du tir. Mais comme je pense qu'ils n'arriveront pas à l'identifier, je vais porter plainte aussi contre les responsables de ceux qui sont au-dessus de lui et au final qui donnent les ordres. Il est hors de question qu'on gâche la vie d'un papa de 40 ans et qu'on s'en sorte sans rien, comme si de rien n'était. Madame, vous avez un joli gilet jaune. Oui, je suis gilet jaune, mais pas ce gilet jaune. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Et il n'y aura pas de poursuite pénale dans l'affaire Lilian, ce jeune Strasbourgeois gravement blessé à la mâchoire par un tir de LBD en marge d'une manifestation des Gilets jaunes en janvier dernier. L'information a été révélée par nos confrères de Rue 89 Strasbourg. Le procureur a décidé de classer la plainte déposée contre X sans suite. C'est de l'enfumage. Pour moi, c'est de l'enfumage. Parce qu'il y a un truc grave qui s'est passé. Il y a un enfant qui a failli mourir. Et qu'on m'annonce qu'on n'a pas trouvé les tireurs. Non, monsieur Castana, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas manifestant, j'étais juste là pour regarder. Te vois, roi, t'es un sacré trou, roi. Le chef de la BRI, dans son audition, dit, et je le cite textuellement, la BRI a participé à l'effort de guerre. On va voir la citation là. Dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, à l'appel de la Direction générale de la police nationale. Pierre, vous avez étudié cette question pendant longtemps de la militarisation des forces de l'ordre. On l'a entendu notamment dans le Magnéto, on parle d'efforts de guerre. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, en parlant de manifestation ? Voilà, alors souvent, on va parler d'une dérive du maintien de l'ordre, souvent on va parler de bavure. Ici encore, je vais peut-être choquer, mais il ne s'agit ni de dérive ni de bavure, mais de l'aboutissement d'un processus historique, de la continuité logique. Ce qu'on a vu se déchaîner depuis un an, c'est l'aboutissement de 25 ans d'expérimentation et de militarisation du maintien de l'ordre. Et ça, c'est très important, parce que sinon, on ne comprend pas ce déchaînement policier qui s'est abattu aux yeux de tous depuis un an. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces armes-là, les balles en caoutchouc, elles ont été d'abord expérimentées sur tout un tas de marges de population sur lesquelles il était, disons, acceptable de frapper, sur lesquelles il était acceptable de tirer. Et donc, par exemple, l'expérimentation de ce qui était appelé à l'époque des fusils flashball, qui était la première génération de flashball, c'est des grosses armes qu'on voit dans le film Les Misérables de Lajli, qui se tient davantage comme un pistolet avec deux canons, donc ce fameux fusil flashball a été expérimenté, inauguré par Claude Guéant en 1995 dans la couronne parisienne, en banlieue parisienne. C'est ça le champ d'action du flashball, c'est la terreur contre les fils et filles d'immigrés, sur lesquels on va pratiquer un maintien de l'ordre hérité du colonialisme. Alors ça, c'est très important, parce que dès les années 90, dans l'indifférence totale, on a des tirs de flashball sur des habitants de quartier. Et donc, on ne se rend pas compte, personne ne s'en rend compte, mais là, on a un tournant dans le maintien de l'ordre qui se fait silencieusement. On ne repousse plus la foule, on lui tire dessus. On n'évacue pas un groupe collectif, on va frapper un corps. Et ça, c'est un tournant qui est fondamental. Les policiers se réhabituent à appuyer sur une gâchette en direction de quelqu'un. On s'est habitué à ça, à se faire viser maintenant. Mais c'était quelque chose qui était impensable dans les années 90. Et donc, dès 1999, on a un homme, un père de famille, qui s'appelle Ali Alexis, qui perd un œil, qui est éborgné. Personne n'en parle. Ça se passe en banlieue parisienne. À partir de 2002, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, va généraliser ce flashball. Il va estimer que les tests en banlieue étaient sans doute concluants. Il va généraliser ce flashball et il va distribuer la grenade de désencerclement. Et donc il va explicitement dire
lorsque les policiers sont équipés des flashballs, les voyous ne viennent pas les chercher. C'est une arme qui est ostentatoire et doit faire peur. Et le flashball, c'est une arme qui crépite, qui fait du bruit, qui est explosive. Donc effectivement, c'est vraiment une arme pour faire peur. Il va y avoir un saut qualitatif à partir de 2007. Nicolas Sarkozy, la président de la République. On est après les émeutes, la grande révolte dans les quartiers de 2005. On est au moment d'une nouvelle révolte qui est à Villiers-le-Bel, suite à la mort de 2 adolescents. Et là, on a une expérimentation du LBD, du lanceur de balles de défense, qui est beaucoup plus puissant que le premier flashball et beaucoup plus précis, qui est doté d'un viseur militaire, qui est notamment utilisé par l'armée américaine, un viseur EOTech. Je passe sur les détails, mais on a une arme très précise, très puissante, qui ne fait pas de bruit et qui se tient comme un fusil, qui permet de tirer à l'épaule. Et donc à nouveau, on a une phase d'expérimentation, et cette expérimentation, elle a lieu non seulement dans les quartiers des périphéries des grandes villes, mais elle a lieu contre les lycéens. C'est à ce moment-là, par exemple, qu'un policier qui s'était porté volontaire pour tester cette arme-là me tire dessus. Pendant la LRU. C'est à ce moment-là que cette arme-là est utilisée contre des supporters, qu'on qualifie d'ultra, donc aux abords des stades. Et c'est à partir de ces années-là qu'on va utiliser ces armes-là contre toutes les marges politiques, on va dire. Les ZAD un peu plus tard, mais ce qui est qualifié d'ultra-gauche à ce moment-là, les manifestations un petit peu offensives, etc., les manifestations étudiantes. Et donc, petit à petit, ces armes-là sont utilisées, frappent des marges des populations immigrées, des supporters, des occupants de la ZAD, des lycéens, et petit à petit, elles se généralisent. Et donc on voit le nombre de tirs augmenter d'année en année, on voit le nombre de blessés augmenter, et aujourd'hui, l'aboutissement, c'est quoi? C'est à partir de la loi travail, une utilisation absolument immodérée de l'arsenal policier, et en 2018-2019, une situation de... J'ai même pas envie de dire de guerre civile, c'est faux, c'est pas un terme. C'est une guerre unilatérale, c'est une guerre menée par la police contre la population. Une guerre civile, ce serait une réponse des deux camps. Donc, et là, on a une utilisation immodérée. Et le soir où nous enregistrons cette émission, on a la confirmation d'une commande de plus de 1500 nouveaux lanceurs de balles et lanceurs de grenades par le gouvernement français. Donc là, c'est absolument limpide. On lamine les droits sociaux, on met des dizaines de millions d'euros dans le maintien de l'ordre. Et donc, voilà, l'État ne tient plus que par sa police en France. Et on a réellement une logique de militarisation et de guerre contre la population. Et surtout, tu as le schéma national du maintien de l'ordre qui est en passe d'être validé par Christophe Castaner. Là, c'est imminent. Une révision, justement, normalement, c'était prévu. C'était prévu en juin 2019, pardon. Oui, 2019. Juin dernier, Christophe Castaner dit qu'il faut réviser le schéma du maintien de l'ordre. Il le fait quasiment à huis clos, avec des séminaires qui sont organisés, avec des gens qui sont internes à l'institution policière, à la gendarmerie, quelques spécialistes voilà, qui sont triés sur le volet, et c'est tout. Il n'y a pas de collectif de blessés invités. Très peu. La LDH est reçue du bout des lèvres parce qu'il faut quand même recevoir la LDH pour dire qu'on est une démocratie, mais sinon, à part ça, c'est tout. Évidemment, la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, voilà. C'est compliqué quand même de discuter du maintien de l'ordre sans les principaux concernés, c'est-à-dire les blessés. Voilà. Donc là, on est sur un schéma de maintien de l'ordre qui évolue. On passe de ce qui était dans les textes de loi, l'inscription du maintien à distance comme la doctrine du maintien de l'ordre, qui d'ailleurs n'est écrite nulle part en lettres de feu. Hein. C'est une doctrine qui n'a de doctrine que le nom en réalité. Et on passe aujourd'hui à un maintien de l'ordre qui sanctuarise le tape-dessus, c'est-à-dire qui justifie le fait d'aller au contact, l'emploi des armes. Et donc ça s'inscrit dans ce que tu disais, Pierre, exactement, c'est-à-dire c'est une continuité. Il ne s'agit pas de quelque chose de nouveau, il s'agit de quelque chose d'ancien qui grossirait lentement vers nous comme une sorte de bulle et qui, aujourd'hui, moi j'ai le souvenir très net d'un échange entre deux personnes pendant une manifestation, un militant voilà, qui venait au Gilet jaune, un militant de gauche, et quelqu'un qui venait des quartiers de Beaumont-sur-Oise, là où il y a eu l'affaire Adama Traoré. Et ils se sont pris un peu à bras-le-corps, et puis il y en a un des deux qui a dit à l'autre « C'est bien, maintenant les Blancs, vous savez ce que c'est. Et c'est vrai, vous êtes allé à Beaumont-sur-Oise, c'est mon cas, dans les rues du quartier où vit la famille de Adama Traoré, donc notamment Assa Traoré et ses frères, vous avez des cartouches de grenades lacrymogènes, des palets de lacrymo dans les coins des ruelles. C'est hallucinant. Et les gens passent là et disent « Ah oui, oui, bien sûr, bah, la police s'est passée il y a une semaine, ils ont canardé. »
Pour eux, c'est normal, en fait. Il y a des territoires à discipliner. Et juste pour finir un peu sur ces 25 ans d'histoire, il y a un point de bascule qui me semble très important à souligner. C'est la mort de Rémi Fraisse le 25 octobre 2014. C'est très important. Alors là, on n'est pas dans des quartiers, on est sur un autre territoire d'expérimentation, les ZAD, et on a ce jeune écologiste qui est tué par une grenade offensive, une grenade explosive, un peu plus puissante que la GLIF 4, mais du même type. Et qui a été interdite entre-temps. On a tout le cynisme du Parti socialiste. On interdit la grenade offensive, mais on utilise encore plus de GLI. De la même manière que maintenant, on va généraliser la GM2L, je ne m'attarde pas là-dessus. En revanche, voilà, le décès de Rémi Fraisse, il est très important et c'est un moment épiphanique, c'est-à-dire révélateur. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'une personne est tuée dans le cadre d'une manifestation depuis Malik Oussekine, depuis 1986. C'est la première fois que la police tue un manifestant depuis 30 ans. Et qu'est-ce qui se passe après la mort de Malik Oussekine? L'intégralité de la gauche française, jusqu'au centre-gauche, syndicats compris, associations, organisations, descend dans la rue immédiatement. Il y a plusieurs centaines de milliers, peut-être 1 million de manifestants à Paris. Un ministre démissionne, on supprime les fameux voltigeurs. C'est à ce moment-là que ces policiers à moto sont supprimés, etc. Qu'est-ce qui se passe au moment de Rémi Fraisse? Rien. Rien. Et pire que rien, les rares manifestations qui sont organisées sont immédiatement réprimées violemment. À Nantes notamment, à Paris, à Toulouse, immédiatement réprimés. Et il y a une commission d'enquête parlementaire qui est lancée par le Parti socialiste. Et là, l'Assemblée des blessés s'est invitée. Ça a été une catastrophe. Le rapport dit explicitement, on est début 2015, on est après la mort de Rémi Fraisse. On va généraliser le LBD, on va favoriser les interpellations préventives pour éviter les troubles, pour éviter les blessés. Vous voyez cette logique prédictive orwellienne. C'est de la faute des blessés, donc on va les arrêter avant même qu'on puisse les blesser. Et donc, en fait, on est dans la continuité réellement. Et cette séquence-là, elle est très importante parce qu'on parle souvent d'un traumatisme Malik Oussekine. À partir de Rémi Fraisse, le gouvernement assume de tuer un opposant. Oui, il n'y a plus de responsabilité. Moi, c'est ça que je trouve fascinant. Depuis Bernard Cazeneuve et Rémi Fraisse, en fait, il y a des accidents, des morts, des blessés graves. Et il n'y a plus de responsable, en fait. Et là, on en est rendu avec une octogénaire tuée chez elle, quelque chose qui aurait dû... Normalement, Zineb Redouane, normalement provoquer une insurrection immédiate. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ça fait 1 an, là. Il ne se passe pas complètement rien, puisque Laurent Théron, qui a été éborgné en 2016 par une grenade de désencerclement, lui a réussi à obtenir un procès aux assises. Enfin, Inoy, je pense que tu saurais ça mieux que moi, mais ce qui, à ma connaissance, est une première pour un cas de personne éborgnée par une arme du maintien de l'ordre. Oui, alors la décision n'a pas encore été prise définitivement que le policier sera traduit devant une cour, mais c'est quand même un cas qui est relativement exceptionnel. Nous, ce qu'on voit, c'est que parmi la dizaine de personnes qu'on assiste qui a été blessée depuis le 24 novembre 2018, on a en réalité très peu d'enquêtes qui ont abouti sur des ouvertures d'instruction, et on ne parle même pas encore de policiers mis en cause. Là, il y a eu... Sur les 372 enquêtes qui visaient les violences policières, il y en a plus d'une centaine qui ont été classées sans suite. Voilà. Déjà, et il y en a 29 qui ont fait l'objet de l'ouverture d'une information judiciaire. Voilà, outre vraiment la justice un peu à 2 vitesses qu'on peut voir, comme il est facile de faire condamner un manifestant en 48 heures et comment parce que dans le même temps, il y a plus de 3000 gilets jaunes qui ont, eux... Voilà, qui ont été condamnés très rapidement, alors que quand on voit les images, parfois on n'a quand même pas trop de doute sur l'existence d'une violence illégitime. Et pour autant, la mise en cause des policiers met du temps à se mettre en place. Et surtout, ce qu'on constate, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a eu un silence médiatique de la reconnaissance des violences policières. Il y a eu un silence aussi, un refus dans la société de l'accepter. Mais il y a encore aussi un silence judiciaire qui est vraiment très présent et qu'on a vraiment du mal à concevoir et à expliquer aussi aux personnes blessées. Il faut savoir quand même que là... l'IGPN, donc la police des polices, qui est chargée de mener les enquêtes à Paris, alors soit à des difficultés à identifier les personnes qui sont à l'origine des tirs. Voilà, ce qui peut paraître aussi assez étonnant quand on voit les moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et ensuite, on voit aussi dans les procédures, dans la façon dont les enquêtes sont menées, qu'il y a toujours une volonté de renverser un peu la vapeur et d'essayer de voir si on ne peut pas reprocher quand même quelque chose à la personne qui a été blessée. Et c'est remarquable dans le cas notamment des mains qui ont été arrachées. Moi, je défends le premier gilet
gilet jaune qui a eu la main partiellement arrachée par une GliFK, donc le 24 novembre dernier. Et dans le dossier d'enquête qui a conduit à un classement sans suite, on voit qu'il y a eu tout un aspect de la recherche qui a porté sur le fait de savoir si il avait ou non l'intention de relancer cette grenade en direction des forces de l'ordre. Donc on va apprécier finalement la violence qui a été commise par le policier, non pas au moment où il va tirer la grenade, à savoir est-ce qu'au moment où il la tire, il est en situation de légitime défense, est-ce qu'il la tire dans un endroit où il y a des violences qui sont commises, des dégradations, pour savoir si le tir était légitime. On va regarder si, à la fin, la personne qui a été blessée, finalement, elle n'aurait pas eu l'intention d'être violente, ce qui justifierait que quelques secondes avant, on ait recours à cette arme-là. C'est complètement aberrant. Quand vous avez un manifestant qui jette un projectile, souvent vous n'avez même pas de policier victime identifié. On va juste regarder le moment où il jette le projectile. On va dire ça, c'est une violence. C'est l'intention qui... Voilà. Et là, on n'a pas du tout le même récit qui est fait. Ce qui est d'autant plus aberrant quand on voit un peu les grenades qui sont devant nous. Aucun manifestant ne fait la distinction entre une grenade lacrymogène, une GliFK, une grenade de désencerclement. Vous avez quelque chose, en général, la nuit, enfin en tout cas pour Gabriel, c'était à nuit tombée. Vous avez un projectile qui roule à vos pieds. Votre premier réflexe, c'est de vous pencher, de voir ce qui se passe. Quelle est l'intention que vous avez derrière? Il n'en sait lui-même strictement rien. D'ailleurs, il ne l'a pas ramassé, sinon il aurait eu complètement la main complètement arrachée. Et donc vraiment, la difficulté qu'il y a à judiciariser ces procédures, à ce que des policiers soient poursuivis derrière, ça décourage énormément les personnes qui sont blessées. Et j'irai même un petit peu plus loin, c'est qu'on a constaté pour certaines personnes qui avaient été blessées qu'il y avait d'autres enquêtes qui avaient été ouvertes contre elles pour des faits qui sont complètement distincts des faits de blessures qu'ils ont subis, mais qui sont même postérieurs dans le temps. Je vais citer un seul exemple qui, je trouve, est très révélateur. On a une femme qui est ambulancière de profession qui a pris un tir de LBD dans la cheville qui a été fracturée. Donc elle a eu 45 jours d'ITT. Elle a porté plainte sur nos conseils et elle a été entendue quelques semaines après pour des faits d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et en fait, les policiers qui étaient chargés de l'enquête ont scruté sa page Facebook dans le détail et ont vu qu'elle avait mis un commentaire, on va dire, désobligeant sur les forces de l'ordre, donc sur une vidéo où on pouvait constater des violences, voire en tout cas des violences policières. Et donc, elle a été convoquée pour répondre donc, de ce commentaire sur Facebook qui outrageait les forces de l'ordre. Et dans son dossier de classement sans suite des violences dont elle a été victime, on a joint à ces éléments-là la plainte qui a été faite, enfin la procédure qui a été menée contre elle pour des faits d'outrage. Comme si finalement le fait qu'elle-même ait insulté des policiers quelques semaines après venait décrédibiliser ou en tout cas justifier l'usage de la force qui avait été, de la violence qui avait été fait contre elle. Mais du coup, c'est désespérant ce que vous dites, même si on a vu qu'il y avait plein de non-lieux qui étaient donnés, mais en fait, comment on fait? Enfin, je veux dire, si l'autorité judiciaire n'est plus crédible, si la police, c'est plus possible, si l'autorité policière, elle ne reste, enfin, on le sait, le DGPN n'est vraiment pas une autorité neutre et qui fait respecter le droit des manifestants. On a un président qui nie les violences, donc en fait, ces gens sont condamnés à ne jamais obtenir justice et à en plus subir des agressions ou des intimidations parce qu'ils essayent de porter plainte. Enfin, on a l'impression que c'est désespéré. Nous, on continue à conseiller aux gens de porter plainte et de saisir, enfin que l'IGPN soit saisi pour qu'il y ait au moins un semblant d'enquête qui soit mené et qu'on puisse avoir des éléments, en tout cas pour ne serait-ce que déterminer si la blessure est compatible avec l'usage d'une certaine arme. On veut vraiment qu'il y ait ce lien de causalité qui puisse être établi. Et ensuite, la réflexion, elle se mène en deux temps, à savoir est-ce que ça vaut le coup vraiment d'essayer de faire inculper le policier qui est à l'origine du tir ou éventuellement son gradé qui est juste au-dessus, ou est-ce qu'on met ça de côté, on abandonne en se disant enfin, on l'a vu pour Rémi Fraisse, il n'y aura pas de renvoi devant un tribunal correctionnel. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de savoir qui était le policier et de lui faire porter en tout cas la responsabilité pénale de ces violences-là et donc du préjudice subi? Ou une autre alternative, et ça Pierre l'a fait, c'est d'essayer d'engager la responsabilité de l'État directement devant les juridictions administratives. C'est pour ça qu'on a besoin du lien de causalité entre l'arme et la blessure, et donc de dire, voilà, un préjudice a été causé,
c'est l'arme qui est responsable, donc pas forcément le policier directement, mais l'utilisation de l'arme et donc aussi la chaîne de commandement. Et maintenant, il va falloir payer pour le préjudice qui a été causé. Donc c'est les impôts des contribuables au final qui vont rembourser les victimes pour des... C'est déjà les impôts qui payent les avocats des policiers. Quand le policier qui m'a tiré dessus pour le coup est passé en procès, il avait un avocat top payé par les impôts. Ils ont des couvertures juridiques, ces gens-là, qui sont... Tout est payé. L'arme qui vous mutile, l'avocat qui défend, et le salaire évidemment du policier qui vous a tiré dessus. C'est fascinant. Et juste, après, désolé, mais il y a aussi une peine, évidemment, il y a les sanctions judiciaires, un harcèlement judiciaire des personnes blessées. Donc là, il y a une inversion à nouveau assez obscène. Mais il y a aussi, dans mon cas et dans le cas de plusieurs personnes qui avaient perdu un œil ou l'usage d'un œil, des harcèlements, des humiliations dans la rue. Quand on a, disons, le courage ou l'insolence de retourner manifester, des policiers, soit qui nous visent directement au niveau de la tête avec leur arme, bien sûr, plusieurs fois, ou qui mettent la main devant l'œil, pour dire, évidemment, souvent avec des insultes. Vous étiez devenu médiatique, du Exactement. coup, En fait, les blessés, les personnes de l'Assemblée des blessés qui ont vraiment l'insolence de porter ça dans le débat public, c'est inacceptable. Donc là, on a vraiment une milice qui se sent absolument toute puissante et qui cherche à faire taire. Assa Traoré est poursuivi également pour avoir dit les noms, donné les noms des policiers, des gendarmes impliqués dans la mort de son frère. On a vu Tahabouaf qui se fait menacer, dont l'adresse des parents est révélée par des groupes de policiers sur les réseaux. Casti à Montpellier, humilié à plusieurs reprises, arrêté, auditionné régulièrement. On a un jeune Montpelliérain qui a été blessé pendant les Gilets jaunes, même humiliation, on va te crever l'autre œil. Donc, il y a la persécution judiciaire, l'inversion judiciaire et les petites persécutions, les petites humiliations dans la rue. Je peux vous dire que ça donne une colère énorme qui est très difficile à maîtriser. Donc il faut essayer de transformer en mobilisation, en lutte, parce qu'ils veulent réellement rendre foudrage. Moi, c'est mon sentiment. D'ailleurs, il y a beaucoup de blessés qui sont aujourd'hui très investis, comme tu l'es, dans le combat contre les armes. Notamment parmi eux, les blessés gilets jaunes qu'on entend dans le documentaire. David Brézenstin, Patrice Philippe, Gwendal Leroy et Alain Hoffman, notamment, font partie d'une petite branche du collectif des mutilés qui a retourné justement cette haine qu'ils ont reçue, non pas en haine qui vont renvoyer. Ils ne sont pas devenus anti-flics. Ils ne sont pas devenus anti-flics du tout. Et c'est ça qui est curieux. C'est aussi toute la difficulté. Genre, on ne peut pas faire non plus une généralité. C'est ce dont vous parliez. C'est une chaîne de responsabilité. C'est des policiers qui reçoivent des ordres. Enfin, moi, ça me... Personne ne les force à appuyer sur la gâchette. Non, mais Personne ne les... On parle d'un chèque en gris ou d'un chèque en blanc fait par les autorités, mais il y a quand même plus ou moins une demande. Il y a une doctrine de maintien de l'ordre quand même qui consiste à dire il faut les terroriser, il faut leur faire peur, etc. Vous avez carte blanche. C'est clair, c'est net, c'est évident. Pour finir sur la dimension judiciaire, sauf peut-être si tu veux le dire, mais dans mon affaire, on a gagné au tribunal administratif, on a fait condamner l'État, donc on était très contents, c'était à la fin de la loi travail en 2016. 9 ans de combat judiciaire, avec toutes les étapes, pénales, administratives, etc., pour faire condamner l'État, donc le préfet de Loire-Atlantique, pour obtenir donc une somme, mais qui est symbolique, mais c'était obtenir la reconnaissance par l'État que cette arme est dangereuse, c'est reconnu, c'est officiel, par une juridiction, que cette arme a été utilisée de façon inappropriée, que c'est une arme mutilante, etc., etc. On l'a gagné, ça. On l'a obtenu, c'est écrit par une institution. Plusieurs personnes, après moi, ont gagné au tribunal administratif. Est-ce que ça a empêché, à un seul instant, que l'État tire 20 000 balles en caoutchouc depuis un an? Non, malheureusement non. Donc la dimension juridique, elle est importante, mais c'est une carte dans un jeu de cartes. Et il faut jouer toutes les cartes, les mobilisations de rue, les mobilisations judiciaires, l'entraide, les conseils médicaux, la carte des médias indépendants qui vont rendre visible cette question-là. Toutes les cartes, il faut les jouer. Médiatiquement, il faut être très vigilant à ça, médiatiquement parlant, en fait. Il y a les armes, elles sont là, et puis il y a ceux qui les tiennent. Souvent, médiatiquement, dans beaucoup de sujets que moi je lis et que je regarde, on parle des armes de manière impersonnelle, sans pronom personnel pour désigner la personne qui a tiré. Il y a beaucoup de sujets, enfin beaucoup, quelques-uns en tout cas, avec un tir de balle de défense. Voilà, il a été blessé, mutilé par un tir de... Non, mais c'est notamment le papier qu'a fait Acrimed sur les LBD sont accusés d'avoir fait de nombreux blessés. Voilà, ces armes ne se déclenchent pas toutes seules, elles sont tenues par des êtres humains qui sont certes pris dans des chaînes de commandement, mais
qui incarnent aussi leurs fonctions. J'ai moi aussi dans ma famille des membres des forces de l'ordre avec qui je discute. J'ai aussi moi-même des sources avec qui je discute. Les policiers ne sont pas des enfants totalement déresponsabilisés qui n'ont actuellement aucune conscience des dégâts que ça fait. Si des ordres sont donnés ou des contre-ordres ne sont pas donnés, puisque c'est ça dont il s'agit. Il n'y a pas de preuve avérée d'un ordre donné de vous grenadez, vous visez la tête. En tout cas, pour l'instant, rien n'a été publié dans ce sens, à ma connaissance du moins. On parle de briefing non verbalisé. Voilà, c'est donc un chèque en gris, effectivement. Ce n'est pas un chèque en blanc, ni un chèque en noir, ni un chèque en bois, ni un chèque en quoi que ce soit. C'est un contre-ordre qui n'est pas donné. C'est une sanction qui ne tombe pas. C'est un nom qui n'apparaît pas sur un PV. C'est ça, en fait, le problème. On le voit de cette manière, mais malgré tout, moi, je suis d'accord avec le terme de chèque en blanc, ou en tout cas de carte blanche, parce qu'on voit que, en fait, Castaner, par plein d'aspects, a montré que, de toute façon, les policiers seraient protégés. Il en a même médaillé des gens qui sont mis en cause dans les violences policières gravement, etc., qui sont récompensés. Donc derrière, c'est effectivement cette manière de briefer très chèque en gris, etc. En réalité, dans les faits, il y a une sorte de carte blanche qui est vraiment offerte parce que c'est prouvé, ils sont protégés. Il y a même des policiers qui ont refusé de donner les armes qui sont mises en cause dans le meurtre de Zineb Redouane, ou en tout cas dans la mort de Zineb Redouane. Ils ont refusé de donner les armes à la justice pour qu'on puisse les ausculter, etc. Donc, il y a une protection interne à cette corporation policière aussi depuis des années, mais qui pèse aussi lourdement sur les policiers et policières qui elles et eux, se retrouvent complètement pris en sandwich. Il en existe, et les rares en fait, qui essayent d'exprimer quelque chose de discordant sont sanctionnés, pour le coup, en tout cas en 2016. Le cas d'Alexandre Langlois, par exemple. Alors, Alexandre Langlois, il est carrément mis sur la touche. Donc voilà, mais il y a aussi le cas de chercheur, Sébastien Rocher, pour ne pas le nommer, qui a travaillé sur les questions de maintien de l'ordre et les questions de police, qui a été remercié, qui n'a pas pu renouveler son poste de chercheur, parce qu'il a osé dire qu'il y avait un problème avec le maintien de l'ordre en France. Voilà, donc en fait, des voix discordantes, il y en existe certainement au sein de l'institution policière. Aujourd'hui, il est plutôt risqué pour un policier de dire « moi, j'ai pas envie d'y aller, moi, j'ai pas envie de tirer ». Mais donc, comme on l'a vu, donc, à la fois des procédures judiciaires qui semblent ne pas aboutir ou mettre des dizaines d'années à aboutir, une police surprotégée qui semble avoir des moyens gigantesques pour opérer, une responsabilité de l'État qui semble quasiment ne jamais être mise en cause, ça dit quand même quelque chose de l'État de droit, et j'utilise ce terme avec des guillemets, dans lequel on est. C'est ce dont on va parler là dans la troisième partie, juste après le petit magnéto, s'il te plaît, Jordan. Le projet de loi antiterroriste est donc présenté devant l'Assemblée nationale. Globalement, il vise à faire entrer dans le droit commun des mesures de l'état d'urgence. Vous avez entendu Gérard Collomb à l'Assemblée. Ce projet de loi ne réduit pas nos libertés, mais il vise au contraire à les préserver. Le défenseur des droits que vous êtes, est-il inquiet ce soir? Il faut bien dire que un projet comme celui qui est à l'examen constitue d'une part une menace sur nos droits parce qu'il remplace très souvent les faits par le soupçon. Deuxièmement, il constitue un risque pour le futur. Parce que je dis, si de tels textes, qui portent atteinte aux libertés, tombent entre les mains de gouvernements non démocratiques, donc je dis, pensons à nos enfants. Mais où sommes-nous, chers collègues? Mais c'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Oui, je dis bien le régime de Vichy. Mais oui, vous êtes présumé, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Voilà, par l'autorité administrative. Mais où sommes-nous? Mais réveillez-vous, mes chers collègues. Alors, il faut absolument voter les amendements de suppression. Et l'amendement du gouvernement, j'en dirai un petit mot. Non, c'est pas du violon, chère madame. Parce que le jour où vous aurez un gouvernement différent, vous verrez. Et quand vous serez dans l'opposition avec une droite extrême au pouvoir, vous verrez, mes chers collègues. Alors, c'est une pure folie que de voter ce texte. Une pure folie. Alors, réveillez-vous. Pour le Conseil constitutionnel, il n'y a pas de doute. L'article 3 de la loi anti-casseurs est contraire à la Constitution. Les sages écrivent que le législateur a porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée. On a quand même été mis en garde à vue depuis samedi midi et quart, et mis en dépôt après, et on nous accuse pour justement un port sur nous d'un gilet jaune et d'un masque chirurgical, on va appeler ça, puisque c'est des petits masques en papier.
d'être un mouvement voulant créer des violences et créer de la casse. Voilà. Il y a eu aujourd'hui 1385 interpellations à l'heure où je vous parle. Ce chiffre va encore progresser. Il y a eu 974 gardes à vue à l'heure où je vous parle et ce chiffre va encore progresser. C'est un niveau exceptionnel. Nous avons pris un certain nombre de dispositions préventives. Nous cherchons absolument à éviter les violences et les heurts. Et donc, sur la base de dispositions du Code pénal ou du Code de procédure pénale, il y a effectivement quelques interpellations qui ont été lancées par les procureurs. Une démocratie sans contradiction, sans manifestation, sans expression des mécontentements, n'est plus une démocratie. On tombe rapidement dans une forme d'autoritarisme. On l'a vu dans ce magnéto, on assiste depuis novembre 2015 et les attentats et la mise en place de l'état d'urgence à une forme de judiciarisation, ce qu'on appelle judiciarisation du maintien de l'ordre. Ainhoa Pascual, vous vous battez, vous, depuis des années contre ces mesures répressives, ces lois liberticides. La première question que moi je voulais vous poser, c'était déjà pourquoi? J'imagine qu'en tant qu'avocat, qu'avocate, on a toujours, on a cette volonté de protéger les droits et libertés, hein, puisqu'on est les avocats, les défenseurs de personnes, mais avant ça, on est quand même les défenseurs des droits et libertés. Et je pense qu'on essaye, dans ce contexte-là, de préserver le maximum de liberté possible. Et quand on prend une loi, ça ne sera jamais pour protéger plus de liberté. Il n'y a jamais plus de liberté que quand il n'y a pas de loi, en réalité. Hein. La loi sur l'état d'urgence on est vraiment un bon révélateur, puisque finalement, lorsque la loi d'état d'urgence sur l'état d'urgence est votée en 2015 pour répondre aux attentats, pour protéger la sécurité, donc pour plus de liberté des autres individus qui ne sont pas donc les méchants terroristes, les ennemis de l'État, on voit très rapidement que cette loi, elle va être utilisée, non pas contre des potentiels terroristes, mais contre des manifestants écologiques. Donc ça, c'est la première phase où on voit avec la COP21 qu'on peut assigner à résidence des militants écologistes. Et ça va se poursuivre, notamment dans la loi travail, puisque des dispositions de la loi relative à l'état d'urgence qui permettaient d'interdire de séjour des personnes sur certaines parties du département vont être utilisées dans le contexte de l'état d'urgence contre des manifestants pour la loi travail. Donc vous avez des dispositions initiales dirigés contre des potentiels terroristes qui vont être utilisés contre des manifestants. Vous avez à peu près la même chose avec le délit de groupement sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais qui est un délit qui a été créé en 2010 sous le gouvernement Estrosi et qui visait à prévenir les guet-apens dans les banlieues et dans les cités. En fait, on voulait pouvoir avoir un outil, un instrument qui permette d'intervenir et d'arrêter les bandes de jeunes avant même qu'elles passent à l'action. Et ce délit-là va être ensuite utilisé dans le cadre de la loi travail, à la fin de la loi travail, ensuite en 2017 et donc maintenant de manière massive. Avec la loi anti-casseurs qui a été donc partiellement retoquée par le Conseil constitutionnel, mais pas complètement non plus. Vous avez aussi là un bon exemple de loi de circonstance qui, à l'origine, était proposée pour faire face dans les manifestations loi travail contre l'extrême gauche, contre les casseurs, et qui finalement va se retrouver dans le cadre des manifestations gilets jaunes. Et donc là, c'est effectivement, c'est très pratique d'utiliser le terme d'ultra jaune, puisque bon, finalement, on va utiliser une loi qui était contre les ultra gauches, l'ultra noir, contre les ultra jaunes, et donc qui sont de nouveau là désignés comme des ennemis et qui ne sont donc pas tous les citoyens, enfin les citoyens, on va dire, normaux, admissibles, lambda. Et cette infusion, on va dire, du droit dans tout le milieu de la contestation sociale, il est vraiment, il est très révélateur donc, de la régression de l'état de droit, puisqu'on voit que les lois, mais aussi le gouvernement, vont s'infiltrer vraiment dans tous les pans possible du mouvement social. Je vais reprendre un schéma un peu chronologique, si vous me permettez, qui part en fait de l'amont des manifestations et qui finit en aval à la fin. En amont des manifestations, ce qu'on constate, c'est que
il y a de plus en plus de dispositifs qui sont mis en place. Donc, vous avez le préfet, notamment, qui va prendre des interdictions de manifester dans certaines villes. Alors, vous avez à Paris, tous les samedis, une interdiction de manifester dans certains quartiers, certains arrondissements. Mais vous avez dans d'autres villes de France et dans certains départements de France, vous avez des préfets qui prennent chaque semaine aussi des arrêtés préfectoraux et qui interdisent finalement presque sur l'ensemble du territoire du département. Ça avait été le cas dans l'heure, au moment du grand exactement, débat. 22 arrêtés préfectoraux pris chaque semaine pour interdire les manifestations sur le territoire donc de 22 communes. C'était les 22 plus grandes communes du département de l'Eure, donc en réalité, ça permettait d'interdire de manifester sur tout le territoire. En amont des manifestations, vous avez aussi le dispositif qui a été permis aussi, là encore, par une loi à l'origine antiterroriste, qui est la fouille généralisée. Vous avez donc des réquisitions du procureur de la République qui permettent aux forces de l'ordre de fouiller quiconque dans un périmètre qu'il définit, mais qui est en général très vaste. Et c'est comme ça que vous avez des personnes qui se retrouvent interpellées, parfois même au péage, à 100 km de la manifestation ou en descendant du bus, parce que sur le fondement de ces réquisitions, on va pouvoir les fouiller, regarder dans leur sac, dans leur véhicule, et tous les objets qu'on va pouvoir trouver, qu'on va pouvoir en fait leur reprocher comme étant une intention de se rendre à la manifestation, vont permettre leur interpellation, là encore sur le fondement du délit de groupement. Donc, groupement. On peut être interpellé simplement parce qu'on a un masque dans son sac. Exactement. Un gilet jaune, un masque papier, des lunettes de piscine sont tant d'éléments qui justifient un placement en garde à vue donc, pour un délit de groupement. Donc, sachant que donc, le groupement, c'est le groupement qui est formé même temporairement en vue de commettre des violences ou des dégradations. L'intention là-dedans, elle est très problématique. C'est un délit qui est vraiment qui relève de la justice préventive, voire même prédictive, puisque on va vous imputer une intention de participer à un groupement, alors même que vous êtes à des kilomètres de la manifestation, alors même que vous êtes parfois tout seul, vous pouvez être poursuivi pour des faits de groupement en étant tout seul, mais on va vous imputer l'intention d'un passage à l'acte. Donc toujours en amont de ces manifestations, donc vous avez ces gardes à vue préventives, qui ont d'ailleurs été même reconnues comme telles par le gouvernement. Et donc vous avez des placements massifs en garde à vue de personnes qui ont en fait un seul intérêt, c'est de les écarter de la manifestation et évidemment de les intimider et de les dissuader de se rendre en manifestation. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes que nous allons voir en garde à vue qui nous disent « Je vous jure que c'était la dernière fois que j'allais en manifestation, je n'y retournerai pas ». Donc vraiment, ils vous prennent ça en plus comme parfois un cadeau qui leur est fait de ne pas être poursuivis, mais enfin, tout ça pour dire que... Cette intimidation, en tout cas, incontestable. Voilà, et donc vous avez, en plus de ça, donc ces placements en garde à vue massifs qui se comptent par milliers de personnes donc, qui ont été placées en garde à vue pour des faits de participation à un groupement. Vous avez une circulaire du procureur de la République l'année dernière qui avait été rendue publique par le Canard enchaîné, dans lesquelles instruction était donnée au commissariat, donc aux policiers, de maintenir les personnes en garde à vue, même si rien ne pouvait leur être reproché, au moins pendant le temps de la manifestation, de les relâcher éventuellement le dimanche, voire le lundi matin, pour être sûr qu'elles ne retournent pas dans la manifestation. Ça, c'est vraiment tout le dispositif qui s'est mis en amont. Vous avez aussi la loi anti-casseurs qui a permis d'augmenter le prix de la contravention en cas de participation à une manifestation interdite. Tout ça, c'est aussi ce sont aussi des mécanismes qui visent donc à dissuader les gens d'aller en manifestation. Quand on sait que les gilets jaunes se battent pour plus de pouvoir d'achat, c'est vraiment très cynique d'augmenter le tarif, on va dire, de la contravention. Donc ensuite, vous avez, on en a parlé plus longuement pendant l'émission, donc pendant le temps de la manifestation, vous avez là donc, la mise en place de l'utilisation des armes, les interpellations massives, le fait de blesser les gens, évidemment, là encore, pour les dissuader, pour les terroriser, en réalité, et pour éviter qu'elles retournent en manifestation. Et ensuite, ensuite, il y a les condamnations. Vous avez, effectivement, donc, en aval de ça, vous avez les condamnations et tout le processus judiciaire qui se met en marche. Ce délit de groupement, il est fabuleux pour le gouvernement et ensuite il est très bien utilisé comme tel par les parquetiers parce que vraiment il permet de faire entrer dans le spectre du délit tout un tas de profils et tout un tas de comportements qui en réalité ne sont pas
délictuel, enfin en tout cas où il n'y a aucune intention de commettre des délits. Et on a constaté récemment une ultime dérive, on va dire, du dispositif légal qui est en vigueur, une utilisation massive, un recours massif au rappel à la loi sous conditions. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont être placés en garde à vue pendant 24, voire 48 heures, à qui en réalité on n'a rien à reprocher, le dossier est vide, mais ils vont quand même, à l'issue des 48 heures, être déférés, donc ça veut dire qu'ils vont être amenés dans un tribunal pour être présentés à un juge, à un procureur, qui va leur notifier un rappel à la loi. Et donc le rappel à la loi, c'est quoi? C'est de dire, bon ben voilà, en fait, on vous fait presque une fleur, on ne vous poursuit pas, mais en fait on ne vous poursuit pas parce que le dossier est vide. Si on pouvait vous poursuivre, évidemment qu'on le ferait. On ne vous poursuit pas, donc prenez ça comme un cadeau qu'on vous fait. Par contre, on va vous mettre des conditions. Et dans ces conditions-là, qui ont été rendues possibles aussi par la dernière réforme législative de 2019, vous avez une interdiction de Paris, par exemple, pendant 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Qui revient en fait à une interdiction de manifester. Et également, vous avez des interdictions de manifester qui sont prononcées. Donc vous avez des gens qui sortent d'une privation de liberté de parfois jusqu'à 60 heures, avec une interdiction de manifester ou de se rendre à Paris, et qui ne peuvent même pas contester, parce que les rappels à la loi ne sont pas des procès en tant que tels, des condamnations en tant que telles, donc elles ne peuvent pas être contestées. Et ce sont des personnes qui n'ont rien fait. Et ce sont des personnes à qui rien n'est reproché, puisque sinon elles auraient été emmenées devant un tribunal, ça ne fait aucun doute. Mais Attac, par exemple, avait dénoncé ça. Ils avaient montré que leurs militants, quand ils avaient collé des autocollants sur une banque, ils s'étaient pris un rappel à la loi pour dégradation de biens publics, ce qui fait que s'ils se retrouvent à être amenés à coller une affiche ou à mettre un autocollant quelque part, ils peuvent avoir de vrais ennuis judiciaires. Ce qui fait qu'ils ont des militants qui ne vont plus pouvoir... entre guillemets, agir comme des militants, quoi. Alors, on n'incite personne à commettre des délits et à se mettre en contravention avec les dispositions législatives, mais nous serions vraiment, nous, en tant qu'avocats, très intéressés pour voir comment, dans les faits matériellement, se traduiraient des poursuites pour des gens qui n'auraient pas respecté leur rappel à la loi, parce que ça pose vraiment des questions qui sont fondamentales. Et, ça concerne combien de personnes quand on parle, par exemple, du mouvement des Gilets jaunes Alors, je vais vous donner juste l'exemple du week-end dernier, donc anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Sur l'ensemble des personnes qui ont été amenées donc, au tribunal à l'issue d'une garde à vue, près de 50% de ces personnes-là ont fait l'objet d'un rappel à la loi. Ça veut dire que sur 50% des gens qui n'ont pas été relâchés pendant la garde à vue, donc qui ont été amenés jusque devant le tribunal, vous avez en réalité 50% de ces gens-là à qui il n'y a même pas suffisamment d'éléments pour les emmener devant un juge et pour qu'elles soient jugées. Ça en dit beaucoup sur les motifs qui justifient les interpellations et sur vraiment la matérialité des faits qui sont reprochés aux gens. Et moi, je voulais aussi vous interroger sur 2 autres types d'abus que j'ai pu voir, notamment quelqu'un sur Facebook qui avait fait une publication et qui s'est retrouvé lui aussi condamné au tribunal, donc, enfin en tout cas convoqué au tribunal, donc parce qu'il avait appelé à bloquer une raffinerie ou un truc comme ça. Donc on voit que même sur les réseaux sociaux, ils vont chercher des éléments. Et je voulais aussi parler de la judiciarisation, ou en tout cas de la répression judiciaire qu'il y a contre les journalistes, parce que il y a un certain nombre de journalistes qui ont porté des plaintes pour violence, etc., dont il n'y a pas eu de suite. Il y a des journalistes, je m'en souviens bien, qui avaient filmé un portrait de Macron qui était en train d'être brûlé et qui se sont retrouvés convoqués au tribunal pour apologie de la violence ou des choses comme ça. Donc, pareil, est-ce que vous avez été amené à voir à suivre ce genre d'affaires? Est-ce que c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on croit? Parce que je vois beaucoup de journalistes indépendants, moi, via Twitter, par exemple, qui se plaignent de leur traitement, mais en fait, j'ai pas beaucoup vu ça dans les médias, et je me demande quelle est la proportion aussi de ce genre de situation, et est-ce que ces journalistes peuvent vraiment être ennuyés au tribunal pour apologie? Est-ce que cette affaire, c'est juste de l'intimidation, ou est-ce que ça peut être juridiquement qualifiable? Alors, je pense qu'il y a tout un débat qui a eu lieu l'année dernière sur la qualité vraiment de journaliste qui a été assez importante, où en fait on a quand même constaté qu'il y avait une distinction qui était faite entre les vrais journalistes et les faux journalistes, et avec toujours une tendance des tribunaux à dire que ce n'est pas le journaliste qui est jugé, mais la personne, bien l'individu qui est derrière. Donc, comme ça a notamment été le cas pour Gaspard Glantz et le fameux doigt d'honneur, qui est vraiment aussi un procès qui est assez révélateur. En tout cas, ce qui leur a permis, c'est qu'il ait le statut de journaliste, qu'il lui soit reconnu, en tout cas par l'ordre judiciaire. Donc ça, c'était déjà un bon point. Mais sur les journalistes, de manière plus générale, outre les blessures dont ils ont été victimes,
j'ai l'impression que ce qui est très problématique, c'est qu'en fait, on les empêche surtout d'exercer en les tenant à distance ou parfois en les privant de leur matériel, en dégradant leurs appareils photo, leurs caméras. Après, l'exemple que vous citez du journaliste qui a été poursuivi est emblématique, mais je ne pense pas qu'il soit, en tout cas, transposable pour l'instant au reste de la profession. Voilà, donc nous, tant mieux hein, si les journalistes ne sont pas encore poursuivis devant les tribunaux. Nous, on trouve qu'ils font déjà l'objet de beaucoup trop de restrictions en amont. On enlève leur protection, comment ils peuvent faire leur métier décemment, etc., sur des actes où on voit qu'il y a de telles violences. Donc effectivement, il y a une volonté quand même manifeste d'empêcher notamment les médias indépendants et les journalistes indépendants, même pas les médias, certains journalistes sont totalement indépendants, de faire leur métier et de rendre compte de ces violences. Expérimente. De la même manière que sur les armes, elles ont été d'abord testées sur des petites catégories de population, elles ont été généralisées. Là, on a un État et une justice qui va tester. En arrêtant Gaspard Gland, c'est clairement un test. Il voulait voir si ça passait d'arrêter un journaliste indépendant, de le mettre en garde à vue et tester peut-être un petit peu le corporatisme de la profession. Est-ce qu'il va être défendu? Est-ce qu'il va être lâché? S'il est lâché, parce que c'est fascinant cette profession de journaliste qui est toujours très corporatiste pour absolument tout, mais quand des journalistes indépendants sont blessés en manif ou arrêtés, là, on n'entend pas grand monde. Et on a un État qui teste des choses même un petit peu burlesques, parce que ça intéressera peut-être Maître Pasquale, parce qu'on a une affaire de manifestantes qui préparaient un homard en papier mâché à Nantes, avant une manifestation. Et donc, il y a eu une opération quasiment antiterroriste avec une descente de policiers cagoulés, de la BRI, de là-bas, qui ont encerclé un bâtiment, qui ont saisi le homard en papier mâché, qui ont arrêté ces personnes-là pour association de malfaiteurs. Plus de 50 heures de cellules, déferments, etc. Donc aujourd'hui, à Nantes, on a une instruction, une enquête, qui est ouverte pour groupement en vue de et association de malfaiteurs, il y a les deux qualifications, pour un homard. Aujourd'hui, on a un homard en papier mâché qui est dans les scellés de la justice nantaise. Donc on voit qu'on a un État qui teste jusqu'où il peut aller vraiment le plus loin possible dans les arrestations effectivement préventives, dans tout ça. Il y a des arrestations pour une préparation de banderole, pour un message Facebook, enfin, il y a absolument tout, il frappe dans tous les sens, militairement et juridiquement, pour voir jusqu'où ils peuvent aller réellement. Donc la limite, c'est en fait c'est l'opinion publique, c'est les citoyens, c'est le rapport de force qui la pose. On voit bien que Macron, il va jusqu'où il peut aller, depuis le début. Non, il n'y a pas vraiment de limite en réalité qui persiste, puisque moi j'ai vu dans les tribunaux des types de raisonnements proférés par des juges, des magistrats, que moi j'ai trouvé profondément choquants et que je n'avais jamais vus. Je ne suis pas journaliste depuis si longtemps que ça, mais ça fait quand même pas loin de 10 ans que je vais dans les tribunaux. Je n'avais jamais vu un truc pareil. J'ai vu un magistrat dire à un gilet jaune « Mais monsieur, vous saviez que ça allait être violent. Pourquoi vous êtes venu ? Vous avez le droit de manifester. Pas de problème, hein, c'est pas ça qui est en cause, monsieur. Vous avez complètement le droit de manifester, mais vous saviez que ça allait être violent. Mais alors pourquoi vous êtes venu? C'est que vous vouliez en découdre. » Et en fait, le raisonnement comme ça, de proche en proche, il y a eu un glissement. Et j'ai entendu ce raisonnement-là toute la journée. Il s'agissait de comparution immédiate de gilets jaunes. Donc c'est hallucinant d'entendre dans la bouche d'un magistrat dont le métier est de garantir les libertés fondamentales quand même, au-delà du fait que son métier est d'appliquer la loi, c'est sa fonction. En l'occurrence, là, c'est vous avez le droit de manifester, mais vous aviez du matériel de protection qui n'est plus du matériel de protection en réalité, mais du matériel qui est considéré comme une volonté au mieux d'être brutal, violent avec les forces de police, au pire une intention carrément homicide. Moi j'ai vu des gens avoir dans leur sac des éléments pour se constituer un bouclier. On leur a dit dans le tribunal, le parquet comme le président du tribunal leur a dit mais vous vouliez donc tuer. Vous étiez là pour ça. Donc vraiment, on a affaire à des types de raisonnements qui sont hyper pervers, dans lesquels le droit de manifester est soi-disant garanti et pas en cause, mais la pratique de la manifestation, elle, en fait, elle n'est plus du tout une pratique de manifestation, mais elle est une pratique de subversion violente, brutale, qui est faite pour tuer, pour casser, pour détruire. Et donc ça, il faut que ce soit réprimé. Donc il y a une espèce de renversement de ce qu'est l'acte de manifester. Alors que stratégie de la peur, en fait, qui pose la question démocratique. Enfin, on dresse un tableau très sombre depuis tout à l'heure, c'est terrible. Mais moi, c'était une des questions en fait que je voulais vous poser à la fin de cette émission. C'est sur tout ça pose véritablement la question de sommes-nous
encore en démocratie, après tout ce qu'on vient d'énumérer? Si oui, sinon, de toute façon, quelles sont les solutions aujourd'hui pour faire en sorte que les choses s'améliorent et qu'on ne continue pas à tenir les mêmes constats et le même tableau noir dans 5 ans, dans 10 ans? C'est désespérant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais les solutions, je ne sais pas, on n'est pas prescripteur, moi je ne suis pas pharmacienne, hein, donc je ne vais pas vous faire une liste, mais il y a aussi quelque chose qui est important, à tout point de vue, c'est de refuser de se laisser dire que cette situation est normale. Elle ne l'est ni pour les journalistes, ni pour les gilets jaunes, ni pour les professionnels de santé qui reçoivent tous les samedis des personnes qui sont blessées gravement et qui, moi j'ai une pensée pour eux parce qu'ils sont également en lutte depuis plusieurs mois maintenant et face à une même surdité gouvernementale qui est extrêmement violente aussi. Il y a tous les fonctionnaires qui ne sont pas nécessairement des policiers mais qui sont confrontés aussi à une certaine répression. Enfin, tout ceci correspond quand même à une partie importante du corps social qui est en lutte et qui est à peu près inaudible. Donc il faut ouvrir ses oreilles, déjà c'est la première des choses à faire, faire attention au langage qu'on utilise, soutenir aussi, il y a des manifestations régulièrement, si on cherche quelque chose à faire. Voilà, il y a des choses sur lesquelles les citoyens soutiennent aussi les gens qui sont confrontés à la répression. Donc, après, il n'est pas nécessaire non plus de se mettre en première ligne. Les blessés qui, moi, j'ai pu rencontrer et avec qui j'ai pu discuter, leur combat essentiel, c'est de faire admettre qu'il y a un problème. Voilà, peut-être on peut partir de là. Et une fois qu'on aura discuté de ça, on pourra évoluer sur d'autres choses. En réalité, c'est pareil pour le droit d'avorter. C'est exactement la même situation. Vous avez le droit d'avorter dans la loi. Si l'avortement est à 10 000 €, qu'il y a des files d'attente de fous sur les cliniques d'avortement, qu'en plus vous risquez une répression judiciaire pour ça, allez-vous le faire? Bien sûr, dans la loi, votre droit est garanti. Mais le ferez-vous? Donc la démocratie, c'est quand le droit existe et les conditions d'exercice de ce droit existent également. Pour les journalistes, ça n'est plus le cas depuis un certain temps, et pas seulement pour les journalistes indépendants. Pour les journalistes de la presse non indépendante, c'est également problématique. Je pense qu'on pourrait juste rajouter sur les journalistes, parce que vous posiez la question de la répression à laquelle ils font face et des tentatives d'intimidation. Je voulais vraiment juste rappeler qu'il y en a quand même certains qui ont été convoqués devant la DGSI récemment pour des enquêtes qu'ils avaient menées. Et ça, je pense que c'est presque encore plus terrifiant qu'un procès devant un tribunal qui va être public, où du coup, il va pouvoir aussi y avoir un dialogue autour, et puis ça va pouvoir être documenté. Avec Disclose, il y a eu Ariane Chemin sur l'affaire Benalla, il y a eu plusieurs convocations à la DGSI ces derniers mois. Et ça, ce sont des tentatives d'intimidation et qui, je pense que c'est beaucoup plus révélateur du recul de la liberté d'informer que les exemples, certes navrants, que vous avez cités, mais de poursuites devant les tribunaux judiciaires des journalistes, comme ça a été notamment aussi le cas de Gaspard Glantz. Alors, est-ce qu'on est en démocratie? Est-ce qu'on est en état de droit? C'est une vraie question. À quel moment on place le curseur? À quel moment il y a des résistants qui rentrent en lutte plus ou moins frontale? À quel moment on se dit que c'est insupportable? Alors, le mot démocratie, le mot état de droit, quand même, on peut se dire que c'est quand même une fiction. Hein, en France, l'état de droit, il a toujours été plus ou moins suspendu. On parlait tout à l'heure des banlieues, on parlait dans les colonies, en Algérie. L'état de droit, c'est un dispositif qui s'exerce et qui peut être arrêté, suspendu, au gré des crises, des conflits, de l'inquiétude des puissants. On l'a vu avec l'état d'urgence, tout récemment, qui maintenant s'éternise. Est-ce qu'on voit cette question-là? Et souvent, sur les réseaux sociaux, les Gilets jaunes disent « on est en dictature ». Dictature, Macron est un dictateur, etc. Alors, moi, j'ai le sentiment qu'on est dans une sorte de régime hybride. On n'est plus vraiment en démocratie. Hein. Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure le montre. Tous les voyants sont au rouge, objectivement. Mais on n'est pas non plus en dictature. On est sur quelque chose d'hybride et aujourd'hui, on a des régimes comme ça qui sont un peu insaisissables. Avec Donald Trump, avec Bolsonaro. On a une espèce d'international, plus ou moins néofasciste,
qui s'installent en Italie, au Brésil. On a des régimes comme celui d'Erdogan. Erdogan qui est réélu, mais qui mène Orban aussi. Orban, Poutine, etc. On est vraiment dans le règne du régime hybride sur fond de crise totale, de confiance, de crise écologique. Les États vont se militariser au fur et à mesure que la crise écologique va s'aggraver. Donc on est réellement dans une période d'incertitude où on sent que ça peut basculer. L'exemple du Chili est assez intéressant. Grande démocratie d'Amérique latine, il a suffi de 3 jours de soulèvement pour que l'armée retourne dans les rues et que ce soit qu'il y ait même un retour aux images de Pinochet, mais il a suffi de 3 jours pour une grande démocratie. Et il a suffi de 2 ou 3 actes de Gilets jaunes pour qu'on envoie des blindés sur les Champs-Élysées et qu'on envoie des brigades de volontaires tirer des milliers de balles en caoutchouc sur des manifestants. Donc, vous parliez d'écouter tout à l'heure, c'est vrai qu'en France, il y a cette espèce de... Il y a presque une barrière cognitive, en fait, je pense, pour la plupart des gens, à se dire... Mais non, on ne peut pas dire qu'on n'est pas en démocratie. C'est pour ça que la bataille, elle est informationnelle. Mais Et pour répondre sur les perspectives, parce que merci de poser la question, ça me semble très important, parce que se contenter de faire des constats noirs et désespérants, voilà, c'est important, mais c'est insuffisant. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme perspective? Il y en a plein. En réalité, il y en a plein. Il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. Avec l'Assemblée des blessés, par exemple, on a essayé de viser les usines qui fabriquent ces choses-là. Alors la répression, c'est quelque chose qui n'est pas au-dessus de nous. Ce n'est pas quelque chose qui est impalpable, qui est inatteignable. En réalité, il y a des infrastructures, il y a des usines qui fabriquent en France ces armes-là. Il y en a notamment dans le Finistère, il y en a à côté de Toulouse. Il y a tout un tas d'infrastructures militaro-policières en France et c'est très facile. On l'a vu sur les sujets de la sensibilité des sites Seveso. Ce sont des sites Seveso, il suffit d'aller autour pour stopper la production de ces armes-là. Et donc il serait particulièrement pertinent en période de grand mouvement social. Ces armes-là qui sont ensuite distribuées aussi bien pour les manifestations que pour les zones de guerre. Qui sont massivement exportées. La France exporte, par exemple, typiquement sur cette grenade-là qui est fabriquée dans le Finistère, Nobel Sécurité, 80% de la production part à l'exportation. Donc elle est tirée où? Dans le monde arabe, en Amérique latine, dans des pays d'Afrique. 80% de la production. Donc il serait particulièrement pertinent, par exemple, de s'emparer de ces questions-là directement. On peut, aujourd'hui, bloquer une usine d'armement. On peut, aujourd'hui, faire se rencontrer des personnes blessées, des personnes qui ont eu un vécu avec la justice, et briser cette atomisation. C'est essentiel. Et donc refuser ce chantage à la terreur et à la peur. On peut aujourd'hui désobéir le plus possible, partout. Et on l'a vu, le gouvernement a perdu pied au début du mois de décembre dernier parce qu'il y avait des élections simultanées partout. Et ça, c'est ce qui peut se produire en décembre 2019, avec la grève du 5 décembre. S'il y a des actions même minimes, même des petites choses, même des occupations de ronds-points, même des blocages, même des petites manifestations, partout simultanément, leur état policier ne pourra pas réprimer tout le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme perspective? On a ce qui se passe partout dans le monde. On a des régimes qui sont plus durs que l'État français, même si c'est dur ce qui se passe en ce moment, mais on a un moment où en Irak, ou au Liban, ou au Chili, les gens ils disent on n'a plus peur. C'est un des slogans du Chili. Ils nous ont tout volé, même la peur. Et à un moment donné, quand il y a ce point de bascule où les gens arrêtent d'avoir peur, parce qu'on vit depuis 1 an sous une chape de plomb de terreur en France, et à un moment donné, il va falloir qu'on arrête tous ensemble d'avoir peur, et là, et qu'on inverse, que peut-être la peur change de camp. Ça, c'est une des premières perspectives qui va se poser là, demain, dans quelques jours. Mais qui a eu lieu d'ailleurs. Qui a eu lieu au moment en décembre ou à plusieurs moments, le gouvernement a eu très peur. Ce qui est très difficile du point de vue juridique, c'est qu'il y a un effet cliquet qui est en marche à chaque fois qu'il y a une nouvelle disposition législative plus sécuritaire qui est adoptée. Et le recul est particulièrement compliqué à mettre en œuvre. Donc, il y a heureusement des cas dans l'histoire où on a vu que tout d'un coup, tout un arsenal législatif était abandonné, abrogé, comme ça a été le cas avec les lois scélérates. Il faudrait vraiment un sursaut pour qu'il se passe quelque chose à ce point de vue-là, puisque là, pour l'instant... Un sursaut citoyen, vous voulez dire démocratique, citoyen, populaire. Il faudra en tout cas quelque chose pour que tout ce dispositif change, parce que vraiment là, on est... Parce que vraiment, vous le voyez en fait se grossir au fur et à mesure du temps et ne pas pouvoir revenir en arrière, en fait. Il n'y a pas de retour possible une fois qu'une loi est adoptée. Donc c'est aussi ce que disent un des beaux slogans du Chili, c'est qu'il n'y a pas de retour à la normale, parce que la normale, c'était justement le problème. Nous sommes dans un état normal qui est un problème.
C'est problématique aujourd'hui. L'état des lois, l'état de l'évolution législative, de la répression policière, l'état de l'expression publique, tout ça est en grave danger et ce n'est pas normal. Donc il ne faut pas s'habituer à cette situation. Il ne faut pas s'adapter. Voilà. Il faut se rendre compte qu'il y a un problème, essayer de le déconstruire et voilà. Donc la lutte, voilà la solution qui semble ressortir de l'action collective. Ne pas s'habituer à la cuisson progressive. Oui, c'est ça, on finit mort comme la grenouille, comme le crapaud, c'est ça. Exactement. C'est important en tout cas de bien se rendre compte que certaines choses sont en train de s'inscrire comme une normalité. Qu'il n'y a pas d'état de fait. Avant de terminer cette émission, je vais vous demander à chacun, on a pour habitude de faire ça à la fin de chacune de nos émissions, un contenu qui vous a particulièrement inspiré et où vous vous dites, voilà, si tout le monde avait lu, vu ou entendu ça, le monde irait mieux. Alors sans faire de la pub pour mon confrère Raphaël Kempf, je vais bien évidemment vous recommander la lecture de son livre Ennemis d'État, qui parle donc des lois scélérates qui avaient été adoptées en 1893 à la suite d'un attentat anarchiste et qui avait ensuite permis tout un tas d'interpellations et d'arrestations sur le fondement de ces lois-là contre en fait tous ceux qui étaient soupçonnés d'anarchisme. Et je vais vous recommander un autre contenu puisque je trouve que le parallèle se fait bien. C'est un article de Lundi Matin qui est une revue en ligne et qui s'appelle « Délit de participation à un groupement violent » et donc qui explique et retrace un peu l'origine du délit de participation à un groupement et donc qui permet de voir aussi comment d'un délit qui devait s'appliquer qu'à certains, finalement il s'applique à tous avec cette volonté de mettre en place des dispositifs de justice prédictive et préventive. Moi je vous recommanderais de lire le livre d'Elsa Dorlin, philosophe française, qui s'appelle, le titre de son livre c'est « Se défendre » et ça parle très bien, ça déconstruit quelque chose d'extrêmement important pour moi, c'est la notion de corps agresseur, le corps des hommes noirs aux États-Unis qui est perçu comme naturellement, entre guillemets, un agresseur parce qu'il est noir. Et donc même des gens qui se défendent sont perçus comme des agresseurs. Et je trouve que sa pensée est très forte, très belle et indispensable. En fait, surtout. La dernière chose qui m'a vraiment bouleversé, c'est un film qui s'appelle Pour Sama, sur la révolution syrienne. Et le documentaire. Un documentaire entièrement filmé par une jeune femme, une jeune révolutionnaire syrienne dans la ville d'Alep, qui est une des villes martyrs du régime de Bachar el-Assad, et qui a commencé à filmer dès les premiers jours du soulèvement, et qui a filmé sa vie pendant 8 ans, 9 ans de conflits armés, de bombardements, qui a eu un enfant, qui s'est marié. Son conjoint, qui était médecin avant la guerre, a soigné les tués, les blessés, les mutilés par cette guerre absolument atroce. Alors, c'est pas du tout joyeux, mais l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est vraiment bouleversant. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir. Tout est vrai. Mais la leçon qu'on peut en tirer, c'est que même dans la situation la plus dure, la plus chaotique, il y a toujours des étincelles et des interstices. Et c'est ça qu'on voit dans cette histoire-là. C'est qu'ils tiennent bon dans une situation qui est absolument terrible, inqualifiable. Et il y a toujours des étincelles et des interstices pour résister et pour tisser des solidarités. On a pour habitude de faire un petit point médias indépendants avec les médias indépendants qu'on invite, aussi pour les mettre en avant, pour qu'ils puissent raconter leur travail. Donc est-ce que vous pouvez nous dire en quelques minutes rapidement où vous en êtes avec Radio Parleur et ce que vous faites? Radio Parleur, c'est un média qui a 3 ans et demi d'existence. Il est né le 15 septembre 2016 sur l'une des dernières manifestations de la loi travail. Avant en fait, de fonder ce média, on a tous et toutes participé à un média qui s'appelle Radio Debout et qui était la radio du mouvement Nuit Debout, qui a vraiment pour nous été très très intense comme expérience et on a franchi une porte qu'on n'a pas pu refranchir dans l'autre sens. Et Radio Parleur aujourd'hui, on a commencé réellement dans notre salon à bosser sur nos ordinateurs, sur nos genoux. Aujourd'hui, on a une rédaction, on a une quarantaine d'adhérents à l'association, une vingtaine de journalistes bénévoles qui travaillent et on a besoin aussi de se solidifier, de se structurer pour pouvoir proposer des documentaires et cette documentation du réel des luttes sociales qu'on fait au quotidien. Et donc on a lancé une campagne de dons il y a quelques semaines. Donc ça se passe sur radioparleur.net/dons. Et voilà, quelques euros glanés qui nous permettent d'assurer une info libre, complètement gratuite et indépendante sur les luttes sociales. Donc si c'est important pour vous,
allez-y, ça nous soutient. C'est vraiment une aide importante pour nous. Et c'est une aide dont ont besoin tous les médias indépendants d'ailleurs qui sont basés sur le droit. L'information, ça se paye. Donc si on veut de la bonne information, c'est du temps, libre. L'investigation, l'enquête, le documentaire, le terrain. Moi, je suis une femme de terrain au départ. Je le suis toujours autant que faire se peut, mais le terrain, ça se paye. Il faut être présent, il faut du temps, il faut le temps de discuter avec les gens, qu'il y ait un lien de confiance qui s'installe, recouper les informations aussi une fois qu'on est rentré à la rédaction. Tout ça, ça se paye et ça coûte cher et ça ne rapporte pas d'argent. Et c'est très bien comme ça, mais du coup, on a besoin du soutien de nos... Voilà, j'ai d'ailleurs vu que vous faisiez des petits visuels qui expliquaient combien de personnes avaient travaillé sur chaque sujet, combien d'heures de travail ça avait sollicité. Je trouve que c'est une très bonne idée. Peut-être qu'on vous la piquera. Allez-y. Mais voilà. On vous dira comment faire. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'émission et comment on pourrait l'améliorer. Encore une fois, cette émission est très libre, on en fait un peu ce qu'on veut, donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Et puis, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Mauvaise Presse.